L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des constructions ProRock. Les constructions ProRock qui sont spécialisées dans les balcons et terrasses en bois ou 100% en aluminium. Stéphane, le king de la business, il dessert toute la région des Laurentides, de Tremblant jusqu'à Rawdon, Laval. Peu importe, c'est la référence dans le domaine. Je vais mettre leur information dans la description de mon vidéo. Je vous invite fortement à faire affaire avec eux pour avoir du service de qualité. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des peintures émeraude. Les peintures émeraude, c'est des femmes passionnées en peinture en bâtiment qui desservent la région des Laurentides. Ils font de la peinture commerciale, résidentielle, de la teinte et vernis, puis ils font aussi des planchers d'époxy. Je vais mettre les liens dans la description si vous voulez encourager Jessica, une entrepreneure dévouée à sa clientèle. Je vous recommande fortement ses services dans la description. Bonne écoute. Yes, sir, la gang. Bienvenue sur Le Cœur au Mic. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de vous présenter mon invité qui était Manu Lemire, un auteur d'un best-seller, un coach en entrepreneuriat, un optimisateur de résultats. On a eu une conversation sur son passé, sur son parcours, sa jeunesse qui était difficile, sur les obstacles qu'il a traversés pour devenir le grand entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte de vous présenter l'épisode. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Jamais trop tard pour prendre sa place au top. Je me lance, je toucherai les étoiles à la Mario Bros. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour toucher le sommet. Depuis jour 1, je le feel, c'est en moi ça sommeille. Je veux exprimer mes rêves pour inspirer les autres. Juste exister pour... Manu, merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment content de te recevoir. Pour moi, c'est une fierté que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Puis, j'ai bien hâte de partager ton cheminement avec tout le monde. Qui tu es aujourd'hui, je trouve que tu es quelqu'un de vraiment inspirant, pertinent surtout dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Fait que je vais te laisser toi-même, parce que tu te présentes mieux que moi, là, expliquer aux gens qui nous écoutent, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie de tous les jours? Pour faire une histoire courte, Manu Lemire, actuellement 35 ans. Ça arrive sud de Montréal. On dirait que c'est un profil d'occupation double, je vous rassure. Je suis entrepreneur, conférencier, coach, auteur. J'ai des clients un peu partout dans le monde et mon objectif avec ces gens-là, c'est de les aider à scaler leur business de façon hyper simple et claire. Donc, de ne pas tomber dans le piège d'être overwhelmed, d'être complètement désorganisé. Parce que c'est facile en cours de route, quand une business grandit, de commencer à perdre le contrôle. Fait que j'aide les gens à simplifier tout ça, principalement. Puis c'est cool parce qu'on voit où tu es rendu un peu dans ton évolution. T'sais, je vois des fois dans tes posts que même tu es rendu à un stade où tu choisis le type d'entreprise que tu veux aider, dans le sens qu'il faut qu'il y ait déjà un certain roulement, un certain chiffre d'affaires parce que tu es rendu là, toi, ta façon de faire, de ce que j'ai compris, c'est ça, tu optimises des business que techniquement, si on parle juste de chiffres, ils fonctionnent déjà quand même bien, sauf que tu réussis à leur faire gagner du temps, simplifier, automatiser des trucs, j'imagine. T'sais. Bien, définitivement, que ce soit délégation, systématisation, automatisation, intelligence artificielle, mais beaucoup de stratégie aussi, parce que il y a quelque chose que je remarque, c'est le fléau numéro 1, je te dirais, des entreprises, c'est qu'ils font quelque chose qui demande soit beaucoup de temps, d'argent ou d'énergie, qui sont leurs ressources principales, pour des résultats qu'ils considèrent comme étant corrects. Ouais. Donc, ils sous-estiment le potentiel réel. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, exemple typique, une compagnie fait des publications de médias sociaux et ça leur rapporte en moyenne 50 leads par mois. Là-dessus, ils closent 5 clients. Donc, ils se disent, ça fonctionne. Ouais. On fait ce qu'il faut pour avoir 50 leads, 5 clients. Mais s'ils le faisaient légèrement différemment, peut-être qu'il y aurait 450 leads et 100 clients. Mais ils s'en rendent pas compte parce que ça marche. Donc, le fait d'avoir justement un succès dans certains domaines est parfois le pire obstacle à la croissance réelle parce que tu penses que tu es bien parti alors qu'au final, tes bases sont pas solides. Ouais, puis le AI en tant que tel, ça fait-tu... Parce que, tu sais, là, il y a un gros hype sur le AI, mais toi, personnellement, ça fait-tu comme déjà... As-tu une longueur d'avance sur le monde? Ça fait-tu déjà longtemps que tu utilises ça? Ou bien c'est quelque chose que pas que tu utilises en même temps que tout le monde live, là, comme pendant que ça explose? Je te dirais, j'ai commencé autour de l'automne 2022 à m'en servir. Fait que ça fait déjà 3 ans. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas moi qui est là en ce moment en direct avec toi, c'est un hologramme. On voit même pas la différence, je ne l'avais pas remarqué. J'espérais que tu lâches des calls de même pendant en plus. Je suis programmé pour ça. Donc, ouais, je m'en sers. Je m'en sers sur une base, je te dirais, quotidienne. Je m'en sers beaucoup au niveau... Mon Dieu, que ce soit de simplifier, parce que justement, il y a tellement de choses avant qu'il fallait faire, puis que souvent, le problème avec les AI, c'est que les gens, ils font une première tentative de se faire aider, c'est pas à leur goût, fait qu'ils laissent faire parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas ça que je voulais, ça marche pas de même ».
Mais quand tu continues puis tu persévères, là, tu arrives à un résultat, des fois, où tu peux être vraiment impressionné. Là. Tu sais, que ce soit une utilisation, par exemple, qu'on a faite avec un client récemment, c'est de transformer l'AI en machine à réfléchir exactement comme sa clientèle cible. Comme ça, au lieu de se servir de l'AI comme dans notre équipe, on s'en sert un peu comme si c'était le client. Fait qu'ensuite, du point de vue client, qui est maîtrisé par l'AI, on est capable de faire analyser nos sales letters, on est capable de faire analyser nos landing pages, nos pages de vente, on est capable de faire analyser nos appels téléphoniques pour voir qu'est-ce qui peut accrocher d'un point de vue client, au lieu que ce soit juste nous d'un point de vue marketeur, par exemple. Puis, à moins que ce soit un secret professionnel, as-tu des noms d'apps qui peuvent changer des vies, genre pour des entrepreneurs en ce moment? Juste donner des noms ou c'est comme. Même pas particulièrement. Je te dirais que ce soit Gemini pour. Mais de toute façon, peu importe ce que je vais te dire en ce moment, le temps que l'épisode sorte, sûrement que ça va être rendu dans un monde post-apocalyptique avec des robots qui, tu sais, ça va tellement vite. À vitesse avance. Ah non, c'est clair. Fait que je vous donnerai pas de conseils, sinon c'est des vieux conseils pas bons. On va peut-être devoir le sortir l'épisode un petit peu plus vite. Même si on l'avait sorti hier, il est trop tard. Puis sinon, avant de te ramener dans le passé puis faire le tour de ton parcours, je voulais savoir, récemment, tu as participé à Elevate. L'événement, c'était quoi ça? C'est une super grosse conférence qui était organisée pour entrepreneurs, des gens dans le domaine de l'immobilier aussi. Donc, c'est une conférence qui est sur la thématique du succès, si je peux dire, marketing, etc. Puis, j'ai eu la chance d'être speaker là-bas on stage devant 1500 personnes. C'est une super belle conférence. Plusieurs personnes qui me demandaient si j'étais stressé justement de faire un gros événement comme ça, mais c'était pas mon plus gros. Là. J'en mange, j'aime tellement. T'sais, pour moi, en fait, avoir une grosse conversation intelligente comme celle qu'on risque d'avoir aujourd'hui ou en avoir une devant 1500 personnes qui est plus du côté monologue, pour moi, ça change pas grand-chose parce que c'est mon travail. Ça fait au-dessus de 1000 conférences que je fais. Fait que c'est comme si quelqu'un qui est électricien, tu lui demandais s'il est stressé quand il ouvre un panneau électrique. Ben, je pense pas. Non, c'est ça, exact. Ouais, c'est juste another walk in the park, comme ils disent. C'est facile. Je voulais voir avec toi aujourd'hui qu'on fasse le tour. D'où tu viens? C'est quoi? D'où ça a commencé? Dans ta jeunesse, je sais que tu l'as raconté souvent, mais on a tous des réseaux différents. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'entendre ton histoire. J'ai lu ton livre que je veux absolument plugger pour n'importe qui cherche à faire du développement personnel, le pouvoir de choisir. Si tu ne sais pas par où commencer pour faire de la croissance personnelle, je pense que c'est un bon point de départ. Puis, tu sais, j'ai lu les grandes lignes, mais tu sais, de l'échanger avec toi puis d'entendre certaines anecdotes en personne, je pense que ça va puncher un petit peu plus. Puis je veux que tu nous dises d'où tu viens, quel genre d'enfance tu as eu, parce qu'il y a des gens qui pensent que, tu sais, qu'ils vont se victimiser toute leur vie à cause de leur enfance, puis j'ai pas eu la chance de grandir dans cet environnement-là, puis ça aurait donc été mieux si... Puis tu sais, je pense que tu peux comme contredire ça avec ton vécu, puis j'aimerais ça... Vas-y, pars d'où tu veux, là, mais... Yes, ben... sa parole. Dans le fond, c'est sûr que je suis arrivé dans un contexte familial de violence conjugale, d'extrême pauvreté, toxicomanie, tout ce que tu peux imaginer. Bref, chaque caractéristique possible d'un mauvais départ dans la vie était réunie. Donc, très rapidement, ça a fait en sorte que, au lieu de juste vivre la vie comme un enfant qui apprend, évolue, se développe, ben, très tôt, j'ai vu la vie comme une grande menace, finalement, de tout bord, de tout côté. Donc, ça a créé l'obligation de développer des mécanismes un peu en mode... Je dois comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont ce qu'ils sont et font ce qu'ils font, parce que si je comprends pas les gens sont imprévisibles. S'ils sont imprévisibles, je suis en danger. Fait que très tôt dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions puis à essayer d'analyser le comportement humain. Et j'ai toujours eu cette envie-là, étonnamment, malgré mon contexte extrêmement difficile, de ne pas reproduire ces patterns-là, mais d'aller à l'extrême opposé. Donc, autant que j'avais un père comme celui que j'avais, je me disais plus tard que j'allais être le meilleur papa du monde puis le meilleur mari du monde. Puis j'avais déjà conscience que c'était pas ce qu'il fallait. Fait que c'est comme si, je sais pas, appelons ça l'âme, la conscience ou quelque chose, mais souvent des enfants qui naissent dans ce contexte-là imitent les traces et poursuivent dans cette voie-là. Mais on dirait que dès le début, je savais que c'était pas correct. Peut-être parce que je voyais le contraste justement avec ma mère, qui était une femme extrêmement bienveillante, empathique, dans le cœur. Ouais, ben oui. Fait que je pense que ce contraste-là m'a aidé très vite à voir qu'il y a le bien, il y a le mal et j'ai un choix à faire. C'est bon, j'étais chanceux d'avoir cette conscience. Ben, chanceux, c'est inné, je pense. À cet âge-là, t'as pas le temps de... C'était inné pour toi de comme comprendre ça. Aujourd'hui, ça fait quitter. Ça. Depuis toujours, j'ai toujours voulu aider les gens à être heureux, à se sentir bien, que ce soit à travers l'humour, à travers des questions, à travers de la présence, mais... J'ai toujours été quelqu'un qui a envie d'aider les autres, d'aussi loin que je me rappelle. Puis je pense que c'est quelque chose qui se perd des fois en vieillissant parce que les gens commencent à se centrer un peu sur eux quand ils commencent à avoir de la pression par rapport à « bon, il faut que je fonde ma famille, il faut que je crée ma carrière, il faut que j'aille ma maison. » Puis ça devient un peu une quête individuelle, mais quand on se rend compte que
tout le monde a la même job, ça à terre, c'est d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Tu sais, que ce soit un pompier, là, ben, qu'est-ce que la personne veut? C'est une maison qui brûle pas. Fait que, genre, tu l'aides à obtenir. Fait que peu importe le domaine, entrepreneur, salarié, on aide des gens à obtenir ce qu'ils veulent. Et justement, de se concentrer sur cette qualité d'aide-là et cette quantité d'aide-là, mais logiquement, tu te dis, si j'aide 100 personnes ou si j'aide 1000 personnes, dans quelle situation je risque de mieux réussir financièrement si j'aide 1000 personnes? Puis si j'aide 1000 personnes à faire un bond de 2 sur 10 à 3 sur 10 dans un domaine, ou si je les aide à passer de 2 sur 10 à 8 sur 10 dans un domaine, bien là, la qualité de l'aide que j'apporte est supérieure. Donc, là aussi, proportionnellement, je vais faire plus d'argent, je vais mieux réussir. Puis c'est fou comment les gens sous-estiment le pouvoir de juste se concentrer sur comment je peux faire pour mieux vous servir. Cette simple question-là qui ouvre toutes les portes. Faire différent de tout le monde aussi. Quand tu observes à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux faire de différent puis d'innovateur pour amener mon aide puis aider les gens à passer au prochain niveau. Mais toi, tu adaptais ça déjà à un jeune âge, mais ça faisait toi quel genre d'élève? T'étais-tu plus dans ta bulle vu que tu voyais la vie déjà différemment? T'avais-tu plein d'amis quand même? Comment tu t'intégrais à l'école, mettons? C'est une bonne question. J'ai été quand même assez isolé toute ma jeunesse parce que pour se sortir de la situation difficile avec mon père, ma mère et moi avons été appelés à déménager énormément. Fait que j'ai changé d'école primaire souvent, parfois même 2 fois d'école dans la même année scolaire. Fait qu'au niveau de l'adaptation, c'est sûr que j'avais pas mon cercle d'amis, j'avais pas ma gang, j'étais toujours le petit nouveau. Puis l'inclusion, c'était pas nécessairement une force des autres jeunes dans ce temps-là. Fait que c'est ça, j'ai été quand même assez solitaire. Ce qui m'a gardé dans un noyau d'équipe, souvent, c'est le sport, le basketball. C'est la chose probablement qui a fait que j'ai pu me développer socialement parce qu'à part les amis au basket, j'avais aucun ami, si on peut dire. Là. Quand tu sortais de la bulle qui était le sport, tu retombais dans une bulle individuelle solitaire Ben, en fait? pas mal, parce que j'ai été élevé par ma mère monoparentale qui s'est jamais refaite de chum. Fait que j'ai jamais eu de beau-père ou de présence paternelle dans ma vie. Ton père, il a disparu? Disparu à partir de l'âge de 6 ans complètement. Puis encore en date d'aujourd'hui? Encore en date d'aujourd'hui. Tu sais pas où, tu sais pas c'est qui? Oui, je sais où, je sais c'est qui. C'est juste qu'on n'a plus de contact. Puis j'ai repris contact avec lui, mais tu sais, c'est longue histoire qui n'amène pas grand value pour l'audience, mais tout ça pour dire que c'est une partie de ma vie avec laquelle je suis 100% en paix aujourd'hui. Mais ouais, ça crée beaucoup d'isolement. Puis justement, tu sais, de questions, encore une fois, sur comment puis-je faire pour m'adapter, pour être accepté dans ce nouveau groupe-là, alors que c'est pas nécessairement les mêmes intérêts, c'est pas nécessairement les mêmes qualités, les mêmes choses qui vont faire que tu es populaire dans une école en campagne, populaire dans une école en ville. Tu sais, tu joues avec des branches d'un côté, puis l'autre, c'est les Tamagotchi. Puis, c'est différent. Puis, de te promener comme ça, tout le temps recommencer à zéro. Tu changes de cercle d'amis. Déjà que tu dis que tu es solitaire, tu es réservé, recommencer tout le temps à zéro, ça doit pas être facile. Mais en termes de score à l'école, t'avais-tu des bonnes notes? C'est-tu quelque chose ça t'intéressait-tu? J'ai quand même pété des scores tout mon primaire, secondaire, je te dirais, généralement, parce que j'ai quand même eu une facilité à me concentrer. Tu sais, dans mes cours, j'étais tout le temps à côté sur mon avant-bras, sur mon bureau, puis je me coupais de mes stimuli visuels. Fallait juste que j'écoute pour être vraiment concentré, pas distrait avec rien. On aurait dit de loin, on dirait que je dors sur mon bureau, mais c'est juste c'est comme ça que je me concentre. Puis, fait que je me suis concentré, puis dans mes cours, j'étais très attentif. Donc, ça m'a permis de réussir avec des bonnes notes sans... Tu sais, j'ai étudié, c'est sûr, comme tout le monde, mais pas particulièrement. Puis, tu sais, j'avais pas non plus le mindset il faut que j'étudie pour avoir une grosse job plus tard, aller faire des grosses études. Puis, tu sais, il n'y a personne dans ma famille qui a gradué ne serait-ce que du secondaire. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose nécessairement là, qu'on me disait. Tu sais, moi, tant que je ne deviens pas comme mon père, c'était déjà une victoire. Mais c'est pas banal ce que tu as dit. Je trouve même que c'est puissant dans un sens. Tu avais déjà compris, sans peut-être t'en rendre compte, la puissance d'éviter les distractions. Tu comprends ce que je veux dire? Juste, tu sais que la distraction visuelle, ça te fait dérouter, puis tu te bloques de ça naturellement pour être optimal puis réussir. C'est quand même... Aujourd'hui, tu prends ça, mais tu l'as juste transformé dans le temps puis optimisé, puis tu fais encore la même affaire. Tu dois pas être le genre de gars qui perd une demi-heure à scroller TikTok, là, à checker des affaires. Là. Je sais même pas de TikTok sur mon téléphone. Tu comprends-tu? Bon, mais je trouvais que ça paraissait peut-être banal dans ton explication, mais c'est puissant, genre, parce que tu as compris ça. C'était inné, dans le fond. Mais tout part de... Quand tu sais vraiment ce à quoi tu as envie de dire oui, avec toute la force de ton être, de dire non à tout le reste devient beaucoup plus facile. Mais les gens savent même pas ce qu'ils veulent. Fait qu'ils acceptent un peu de tout.
parce que c'est un processus pour eux peut-être de chercher qu'est-ce qui va les rendre heureux, complets, sains, en paix. Mais quand tu sais ce que tu veux, qui est une des choses les plus importantes à déterminer en tant qu'adulte, après ça, la vie devient tellement plus facile, tellement plus claire. Tu sais, si tu sais pas exactement, là, est-ce que je suis un gars de bar ou je suis un gars de famille ou je suis un gars de business, ben tu vas graviter autour des trois, puis tu vas te chercher là-dedans, puis tu vas prendre des décisions probablement qui vont être des essais-erreurs. Fait que voir qui je suis, puis je comprends qu'il y a une partie de faut que tu apprennes à te connaître. Mais c'est très différent apprendre à se connaître avec intention de versus apprendre à se connaître sans nécessairement de destination qui est l'envie réelle de se découvrir. Là. Mais quand tu étais jeune, tu t'es sûrement déjà fait poser la question, toi, quand tu vas être grand, tu vas être comment? C'était quoi ta réponse à ça? Joueur de basketball professionnel. Ça, c'est sûr. De A à Z. C'est même la raison pourquoi j'étudiais. Tu sais, pourquoi j'étais concentré même à l'école. Dans une université. C'est parce que j'avais pas le choix de réussir scolairement parlant pour pouvoir jouer au basket. Parce que si tu réussis pas tes cours, t'as pas le droit de jouer. Fait que beaucoup plus facile d'y aller motivé comme 10 parce que c'est ça, t'as déjà un goal. Là. Puis ça, tu veux-tu nous dire pourquoi ça l'a changé de trajectoire, ton... Ou c'est un terrain sensible? Non, pas du tout. J'en parle même dans mon livre d'ailleurs, mais longue histoire courte, ma carrière de joueur de basketball s'est terminée abruptement à cause d'un coup de téléphone. Qui est une histoire, dans le fond, à dormir debout, là, que peu de gens pourraient... C'est de la cruauté, puis je veux que tu la comptes parce que c'est tellement... J'ai saisi quand je l'ai lu, fait que vas-y. Oui, ben dans le fond, c'est que j'ai participé à un tournoi de basket dans lequel, justement, il y avait des recruteurs d'un peu partout au Québec. Et donc, c'était une opportunité pour moi qui avait fait énormément de sacrifices pour devenir le meilleur joueur possible, d'espérer être vu puis d'être recruté pour jouer à un niveau supérieur. Et là, la journée du tournoi, dans ma chambre d'hôtel, avec les boys de l'équipe, tout ça, je reçois un appel, numéro inconnu, je réponds. Et là, finalement, je me fais dire que je suis en train de parler au coach de l'Université Laval, blablabla. Et là, j'ai une grosse discussion d'environ une quinzaine de minutes avec le coach. Et finalement, je me fais recruter lors de cet appel-là. Alors, je me fais expliquer les procédures, qu'on va me recontacter à tel moment, que j'ai juste à me garder en forme d'ici le mois d'août, puis tout le kit. Et finalement, des mois plus tard, j'ai appris via un message sur Facebook d'un gars qui est venu m'écrire tout simplement que c'était juste une blague puis que j'avais jamais parlé au coach. C'est fou. Donc, ça a changé la trajectoire de ma vie parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es pris dans une direction, tu commences à te concentrer là-dessus, tu commences à chercher des jobs. Pour moi, j'habitais à Trois-Rivières de base, tu commences à chercher des jobs à Québec, commences à chercher des apparts à Québec, t'informes ta mère que tu vas déménager, tout ça. Fait que j'ai été pris à Laval dans le programme que j'avais appliqué. Là, tout semblait se diriger vers ça. Moi, j'étais un hypersensible, puis quand je lisais ça, là, j'ai ressenti, j'ai ressenti quelque chose que, je peux pas expliquer, dans le sens, c'est cruel, puis à quel point tu dois tout voir s'effondrer, puis tu dois dire, j'ai plus confiance en personne. Tout le monde, voyons donc, là, comment tu t'es senti? C'est que la vie avait tellement été difficile et garnie d'épreuves, je te dirais, depuis ma naissance. Et même quand mon père est sorti de notre vie, c'est pas devenu facile parce qu'on a continué dans la vague d'extrême pauvreté puis de situations précaires. On recevait des paniers de Noël pour manger, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que là, ça a été un peu la cerise sur le sundae des injustices de la vie, si on peut dire. Puis pendant 6 mois après ça, comme tu dis, crois plus en rien. La vie vaut pas la peine d'être vécue. Peu importe ce que je vais faire. Parce que moi, dans le fond, le message que j'ai reçu, là, c'est peu importe les sacrifices que tu vas faire pour devenir le meilleur dans quelque chose ou pour mériter ce que tu penses mériter, la vie peut te l'arracher en une fraction de seconde à cause d'une circonstance hallucinante. Parce que la quantité de choses qui auraient pu faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, j'aurais pu reconnaître la personne au téléphone. Il aurait pu me dire plus tôt que c'était une blague. J'aurais pu ne jamais répondre à cet appel-là. Il y a tellement d'éléments clés qui ont fait en sorte que ça s'est passé exactement comme ça s'est passé que je me suis dit, c'est vraiment la vie qui me niaise. Ouais. Puis oui, j'ai perdu foi parce que ça, c'était le seul rêve qui me gardait en vie, qui me gardait à l'école. Le basketball, c'était tout pour moi. Donc, j'ai perdu mon sport, j'ai perdu ma raison d'être, j'ai perdu mon rêve, j'ai perdu ma mission, j'ai perdu mon objectif dans la vie, j'ai perdu qui je suis. Parce que sans l'identité d'un joueur de basket, je n'ai pas d'autre identité. Je ne suis que le coéquipier de mes chums de gars. Sans le basket, il n'y a rien. Là. Fait que ça a été une période extrêmement difficile qui m'a amené justement énormément de remises en question puis de réflexion. Puis à ce moment-là, j'avais déjà commencé un peu mon parcours en développement personnel. Fait que j'avais déjà certains outils pour être capable de relativiser, mais on dirait que j'étais beaucoup plus en mode fuck le dev perso. Rendu là, vous comprenez pas. Il n'y a rien qui s'applique à ma situation. Ça n'a aucun sens. Puis finalement, au bout de 6 mois, puis je te dis 6 mois, là, c'est comme je me levais,
je restais dans mon lit toute la journée et je me rendormais le soir. Là. C'est ça, j'allais te poser comme question. Ouais. Combien de temps ça dure la période? 6 mois. 6 mois de dépression, de pensée suicidaire, de tout ce qui, tu sais, juste de... Puis à ce moment-là, en plus, j'ai perdu ma conjointe de l'époque qui m'a trompé avec mon meilleur ami. Il s'est passé tellement tout en même temps. Fait que, tu sais, une autre couche sur la vie est pas juste, la vie va jamais me donner ce que je veux. Et j'ai commencé à me sortir un peu de ma misère parce que j'ai réalisé que la seule chose qui me faisait sentir bien, qui avait vraiment le pouvoir de me faire sentir bien, comme j'oublie ma douleur temporairement, c'est quand j'aidais les autres à aller mieux. Puis comment je faisais ça? C'était en aidant les gens à relativiser justement sur leurs problèmes puis des choses qui allaient mal dans leur vie parce que, à la limite, je m'en souviens, il y a du monde qui venait vers moi puis qui me disait « Hey, il faut absolument... Manu, parle à telle personne, elle va pas bien. Raconte-y ton histoire, ils vont voir qu'ils vont bien finalement. » Ouais, quand on se compare, on se console. C'est ça. Fait que moi, j'étais comme... Ma vie, c'est tellement de la merde que ça devient le point de référence pour dire aux autres « Non, ta vie, c'est pas de la merde. Lâche pas. » Mais t'as pris... Ça a pris ça, puis après ça... Tu as réussi à te dire, si je suis capable, si mon histoire de marde de même est capable d'aller faire du bien ailleurs, je vais me nourrir de ça, puis je vais contribuer à la partager avec d'autres gens. Puis à force de la partager aussi, ça vient à un moment donné, tu es tellement habitué comme tu fais comme, c'est ça qui est ça, puis tu réussis à la tourner la page parce que tu reçois du positif en échange, des commentaires, tu sais, des bons commentaires. Puis à un moment donné, j'imagine que c'est ça un peu qui a fait, si je suis capable d'aider les gens en partageant mon histoire, comment je peux comme upgrade ça puis amener ça à entrepreneurial. J'ai même pas pensé à amener ça entrepreneurial ou à en faire une business. C'est juste que j'avais tellement... La vraie sensation que j'avais à l'époque, là, c'était d'avoir complètement perdu le pouvoir sur tout. Le pouvoir sur ma vie, le pouvoir sur ma carrière, sur mon avenir, sur mon rêve, sur moi. Donc, quand j'aidais les autres avec leur situation, ce que je les aidais, dans le fond, c'est à relativiser les événements puis leur perception pour être capable de récupérer leur pouvoir. Parce que dans le fond, moi, je le voyais pour eux, le potentiel d'aller faire quelque chose de différent. Je le voyais pour eux, le potentiel de changer leur relation, le potentiel de transformer l'échec scolaire en réussite. Fait que j'aidais les gens, dans le fond, à exploiter et réaliser leur plein potentiel. Et plus je l'ai fait, plus je me suis rendu compte que c'est à travers le fait d'aider les autres à actualiser leur potentiel que je réalisais le mien. Et j'avais ce talent-là naturel pour le faire de par mon histoire de vie, combiné à déjà mes quelques années de développement personnel à ce moment-là. Puis quand je parle de développement personnel, c'est pas quelques années à un peu faire de dev perso. C'est de lire 1 à 2 livres par semaine sur le comportement humain, sur la psychologie, sur le mindset, sur tout ce qu'on peut imaginer pour justement venir en quelque sorte à devenir le maître de soi-même. T'sais. Fait que d'aider les gens comme ça m'a reconnecté avec cette mission-là qui était d'aider plus de gens et d'aider mieux ces gens-là. Puis c'est ce qui m'a amené à vouloir le faire à plus grande échelle. Puis éventuellement, j'ai commencé à partager mes réflexions tout simplement dans le journal. Fait que dans le journal étudiant, à l'université, j'ai fait ça ensuite. Mais quelqu'un est tombé là-dessus pour vouloir en parler dans le journal? En fait, dans le journal, il y avait un espace qui s'était ouvert pour un article. Puis j'avais déjà commencé, ça c'était au cégep, donc avant l'histoire de l'Université Laval, mais j'avais déjà commencé à partager des articles sur le mindset puis tout ça. Puis là, quand j'ai transigé à l'université, j'ai perdu mon média parce qu'il n'y avait plus de journal à l'université. Et j'ai pris tous mes textes du cégep puis je les ai mis sur une page Facebook que j'ai appelée Manu Lemay écrivain. Fait que c'était juste des textes, des articles en quelque sorte sur bonheur, mindset, tout ce que tu peux imaginer. Et c'est ces articles-là, finalement, que je me mettais cœur et âme dans l'écriture de ça pour aider... On sait pas qui. Tu sais, quand on commence une vidéo ou un texte, on se dit « Salut tout le monde », mais c'est qui tout le monde? Oui. Fait que je commençais juste comme ça en me disant si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à pas devoir souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris, ben j'aurais pas servi à rien. Puis ça donnait du purpose à ma vie, en quelque sorte. Fait que je l'ai fait comme ça vraiment pour me soigner moi-même du fait que mon existence avait plus de but. Puis c'est à travers le fait de faire ça que j'ai réalisé que c'était ça le but de mon existence. Comment tu fais pour savoir, à moins que ça se fasse tout naturellement, parce que moi, avant de continuer, je nous mettais en contexte tantôt. Je suis comme nous, on est 2 gars de la même âge. Mais toi, tu as pris action tellement avant moi. Moi, je suis en plein processus. Puis on est 2 gars de 35 ans à 2 places carrément différentes dans la vie. Puis c'est ça qui est admirable. Tu sais, je regarde ça. Puis je veux savoir à quel moment tu as su que ça se transformait en business, tout ça. Tu sais, comme comment tu as fait pour amener ça à ce que c'est aujourd'hui avec ça? Parce que là, tu partages ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu as sûrement un déclic, ça va être ma business, mon entreprise, ou à moins que ça se fasse naturellement, là, que les gens ils te proposent de te payer pour ce qui est vraiment intéressant, parce que oui, effectivement, c'est toute une histoire, la transition.
c'est qu'étant donné que c'était une mission de vie et non pas une idée de business, ben moi, comme je t'ai dit depuis le début, mon seul but, c'est d'aider plus de gens à comprendre ce que j'ai compris, puis d'offrir la meilleure qualité d'aide possible à ces gens-là. Fait que ça implique que moi, je dois continuer à me développer en tant que personne, en tant que coach, en tant qu'humain, en tant que professionnel, en tant qu'expert du comportement. Fait que j'ai continué à me former. Puis plus j'aidais les gens, plus je les aidais mieux, mais plus ça donnait des résultats, des fois des témoignages de fous, des transformations grandioses, des gens qui passent de A à B dans leur mariage, tout change, l'éducation de leurs enfants, même des choses que j'avais pas encore moi-même vécues. Puis tu disais, c'est grâce à toi. C'est ça, juste grâce à l'aide que j'apportais, des outils que j'apportais, des gens qui venaient me rencontrer en session one-on-one puis qui repartaient de là avec une perspective nouvelle sur leur situation. Tu faisais tout gratuitement au début. Oui, 100%. Tout gratuitement parce que pour moi, c'était pas une business, c'était juste ce qui me permettait de me sentir aligné avec ma raison d'être. C'est ça, peut-être que je me suis mal exprimé. Je voulais dire, c'est à quel moment tu as su qu'il fallait que tu mettes un prix sur ça? C'est ça. Fait que là, on en arrive à cette étape-là que, éventuellement, je me mets à aider tellement de monde avec les articles, avec le one-on-one, avec les messages privés sur Facebook via ma page que j'avais partie, que là, je suis rendu que je fais ça comme constamment aider du monde, là. À part le temps que je fais ma job alimentaire puis tout ça, je suis juste en train d'aider des gens, de commenter sur des articles inspirants puis tout ça. Et là, j'en arrive à un point où est-ce que justement, tu sais, je connais ceux du domaine, les Tony Robbins de ce monde, Les Brown, Robin Sharma, Wayne Dyer, puis je vois tous ces gens-là sont tous riches. Puis là, moi, je me dis, tabarouette, j'aide vraiment beaucoup de personnes et je suis zéro riche. Fait que là, je me dis, il y a peut-être une façon dont eux le font que moi, je comprends pas. Puis c'est à ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser plus à la dimension de leur modèle d'affaires, de qu'est-ce qu'ils font. Puis là, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des séminaires, d'autres des conférences, d'autres. Fait que là, j'ai réalisé que dans le fond, OK, mais peut-être que si j'augmente mon impact, c'est-à-dire, parce que là, c'était beaucoup de one-on-one, tu sais. Fait que si j'augmente mon impact, c'est-à-dire des conférences, un livre, des choses comme ça, bien là, peut-être que je vais être payé plus, mais j'avais pas fait, tu sais, je savais pas c'était quoi le lien entre comment l'argent va arriver exactement. Puis, éventuellement, là, j'ai commencé à être payé one-on-one pour les sessions parce qu'il y avait plus de demandes que l'offre disponible. Fait que là, j'ai commencé à mettre un prix là-dessus, mais c'était un prix qui était vraiment pas cher et qui était conditionnel au résultat. Fait que si tu me payes puis tu n'es pas satisfait de ta session, tu n'auras jamais besoin de payer. OK. Fait que tu as commencé de même, c'est parce qu'aujourd'hui, là, on se promène partout sur le web puis tout ce qu'on voit, c'est du monde qui essaie de te convaincre, de leur faire confiance, puis que même si ça se passe pas bien, ils vont se sauver avec ton argent puis qu'ils n'en ont rien à battre de l'intégrité professionnelle. Il y a beaucoup de fake it till you make it. Puis les centaines de premiers clients que j'ai eus, moi, c'était en mode, si pour une seule raison, tu n'es pas satisfait, je veux pas de ton argent. Pourquoi je voudrais ton argent si je t'ai pas aidé? Ça faisait pas de sens. Fait que j'ai toujours eu ça. Puis je pense que ça vient justement de mon background, ma mère qui m'a éduqué avec des belles valeurs. Fait que ça, je suis très reconnaissant. Montre les intentions derrière. Je veux pas ton argent, je veux t'aider réellement. C'est ça. Puis si, tu sais, moi, quand le monde me paye et qu'ils me disent, hey, merci tellement, je t'aurais payé le triple, ça, je sais que je fais la bonne affaire dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé à me faire payer one-on-one, puis éventuellement, qu'est-ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est que malgré que je me faisais payer one-on-one, des tout petits montants, tu sais, je pense que j'étais à 20$, quelque chose comme ça. Puis tu sais, ça, c'était malgré que j'avais des dizaines de milliers d'abonnés, là, tu sais, fait qu'il y avait déjà une notoriété autour de ce que je faisais. Puis mes vidéos avaient des millions de vues partout dans le monde. Ça, c'était hallucinant. Autour de 2015-2016, j'étais le francophone le plus viral sur la Terre. J'avais personne qui avait mes résultats. Là. En quelle année t'as dit? 2015-2016. 2015-2016. Ouais, des vidéos avec 65 000 partages, là, des affaires que ça se fait plus aujourd'hui. Là. Même en pub, ça se fait plus. Fait imagine, organique. Parce qu'encore une fois, la pub, aucune idée ce que c'était à l'époque. Fait que moi, c'était tout organique, des posts directement sur Facebook. Puis, qu'est-ce qui a tout changé? C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'en vivre. Cette passion-là que j'avais d'aider les gens. Puis je me suis ramassé dans une situation financière précaire parce que j'ai déménagé dans la ville de Québec. Donc, j'ai perdu tout ce qui était mes jobs alimentaires. Tu sais, entraîneur dans un gym, c'était fini. Massothérapeute, c'était fini. Coach de basket, c'était fini. Arbitre de basket, c'était fini. Fait que, tu sais, tout était très local. Fait que, évidemment, du jour au lendemain, c'est pas mes clients masso à Trois-Rivières qui vont aller jusqu'à Québec pour se faire masser. Tu sais, c'est pas trop reposant. Fait que j'ai perdu mes sources de revenus, sauf la croissance personnelle qui n'était pas suffisante. Et là, je me retrouve dans une situation où est-ce que il reste quelques jours avant le 1er du mois, j'ai 52$ dans mon compte, puis le loyer va passer. Il me manque 500$, puis je sais pas si je vais le mettre en loyer, en bouffe ou en gaz. Tu sais, je suis dans ce genre de situation-là. Et là, je regarde ma communauté, puis je me dis, il y a 20 quelques mille personnes à l'époque. Si jamais je demande à tout le monde, si je vous ai aidé à travers les dernières années, me donneriez-vous ne serait-ce que $1? Tu sais, je vais sûrement réussir à avoir 500 personnes qui me payent une pièce, donc je vais payer mon loyer.
Mais là, j'analyse ça, puis je me dis, hey, c'est weird comme approche. Hein? Tu sais, c'est comme un mendiant sur Internet. Là. C'est quoi cette histoire-là? C'est le désespoir qui fait que tu penses à demander ça. Mais c'est ça. Mais là, je me dis, hey, c'est sûr qu'il y a d'autres solutions. Puis là, je réfléchis. Puis là, je pense à ces modèles-là, les Tony de ce monde. Puis là, je me dis, you know what? Ça fait plus de 7 ans à ce moment-là que je fais du développement personnel, que j'ai acquis tellement d'outils et que j'ai aidé tellement de monde, des fois, la plupart gratuitement. Ouais. Je me dis, c'est sûr et certain qu'il y a des patterns qui existent entre les transformations que j'ai créées. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir 4 personnes dans une situation différente qui vivent avec une problématique et ne sont pas capables de la régler. Mais même si les situations sont différentes, ça se peut que le pattern pour régler la cause soit similaire. Fait que j'ai analysé à travers mes 7 années qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait dans mes interventions avec des gens qui a donné le plus de résultats. Puis j'ai synthétisé ça dans une espèce de parcours, si on peut dire, d'évolution personnelle. Fait que j'ai créé mon programme dans lequel j'ai aidé les gens à transformer leur mindset, leur attitude, leur leadership, leur capacité à sortir de leur zone de confort, leur responsabilisation face aux épreuves, leur résilience, bref, tous les éléments clés qu'on doit développer en termes de qualité puis de valeur humaine puis de standards personnels pour réussir à transformer ce qui doit être dans notre vie. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a absolument rien que je coachais au niveau business ou finance, comme tu peux l'imaginer, parce que moi-même, j'avais 52 $ dans mes finances. Tu commençais à transmettre tes apprentissages, en fait, de développement personnel, en fait. Bien, ça faisait quelques années que je les transmettais, mais là, ce que je me suis rendu compte, c'est que si ce programme-là, que j'ai synthétisé pour le dev perso, je le vendais 500$, j'avais juste besoin de faire une vente, hein, au lieu de quêter 500 dons d'$1. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais faire un post Facebook. J'ai travaillé sur ce programme-là pendant 10 jours, 18 heures par jour minimum. Je dormais des fois 3 heures par nuit. Du matin au soir, je ne faisais que ça. Je ne réponds même pas au téléphone. Hyper focus pour vraiment créer quelque chose de solide comme programme. Et là, je fais mon post la veille de mon loyer. C'est comme Hail Mary, do or die. Si ça passe pas, là, ça marche pas. Puis là, je me croise les doigts pour qu'il y ait juste une personne qui l'achète à 500. Finalement, il y a 48 personnes qui l'achètent en dedans des premières 24 heures. C'est malade, hein? Fait que ça m'a permis de faire 24 000 en 24 heures à 24 ans, alors que j'avais 52$ dans mon compte. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être encore du monde qui serait intéressé à l'acheter. Je vais laisser les portes ouvertes encore pour une semaine. Puis finalement, au bout d'une semaine, c'est 150 personnes qui ont acheté le programme. Donc, c'est 75 000 de revenus à 24 ans en une semaine. Ça a complètement changé ma vie. Ça, c'est ton pivot. C'est dans la vie. C'est l'événement, le point... C'est l'événement game changer parce que non seulement j'avais jamais vu dans mon compte de banque plus que 2000 $, puis en plus, il était dans la catégorie Visa d'habitude, mais j'avais jamais dépassé 15 000 par année. Donc, le fait pour moi de voir... Tu sais, t'ouvres ton Desjardins, ton compte chèque, là, puis tu vois 75 000, t'as 20... Genre, je capotais. Comment tu processes ça? C'est ça? Comment je les processe? Bien, premièrement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai eu l'impression... C'était pas le montant qui était important pour moi, c'était comme si la vie venait de me confirmer que j'avais bien fait de ne pas me suicider à 21 avec l'histoire du basket. C'était la réponse que tu attendais. C'était le signe que toute mon existence, j'ai pensé que j'avais de la valeur parce que j'étais bon au basket, puis que je me définissais à travers ce rôle-là en tant qu'humain, joueur de basketball. Puis là, je venais de recevoir la confirmation que ma nouvelle identité de gars qui essaye d'aider les gens du mieux qu'il peut à changer leur vie pour le mieux via des enseignements de développement personnel, on me confirme que ça a de la valeur, ça aussi. Puis que tu as toujours été plus qu'un joueur de basket. Tu es un humain. Tu étais enough en tant qu'humain. Tellement. Puis c'est valorisant. Là. 75 000, c'est pas juste OK, j'ai de l'argent dans mon compte. C'est les gens qui m'entourent. C'est comme si tu avais mis un prix temporaire sur la valeur que tu apportais à tous les jours. Exact. Ça, c'est juste un départ parce que tu dis, si je continue de le faire comme ça, c'est exponentiel, puis ça va grossir, puis ça va grossir. Puis qu'est-ce que tu as fait avec, mettons, ce premier gros montant d'argent-là? Comment tu as géré ça? Là, ça te prend quelqu'un pour t'aider, j'imagine, à... Oui. Je fais quoi avec ça? J'ai investi dans quoi? Non, c'est ça exactement. Ben, tu sais, j'ai fait la chose la plus sage que je pensais à l'époque, c'est de la coke puis une pute. Dans le fond, je m'attendais pas. C'est juste pour faire rire les gars en studio, mais non, pour vrai, j'ai rien de ça. J'ai jamais touché à ça, l'un comme l'autre. Mais
Le point étant que, évidemment, tu sais, c'était. Ben, moi, j'ai découvert cette année-là, d'ailleurs, avec regret, l'impôt. Un nouvel ami avec qui j'avais jamais eu vraiment à dealer. Fait que, à la fin de l'année, quand il me restait plus grand-chose, là, j'étais comme. C'était plus beau quand on ouvert chez nous, le là, premier matin, quand tu l'ouvres, c'était plus beau que quand Monsieur Lemay, vous nous devez 35 000. Je suis comme, mais pourquoi? J'ai travaillé si fort, tu sais. Fait que. Non, mais tu sais, encore une fois, c'est pas parce que j'avais fait de l'argent que j'avais de l'intelligence financière, avec placer l'argent, whatever. Tu sais, j'avais aucune idée quoi faire par rapport à ça. Moi, je me disais juste, hey, mon rêve dans la vie, c'était de faire 52 000. Parce que je me disais, 1000 par semaine, t'es riche en tabarouette, là. Tu sais, je vivais sur 13-15 000 depuis le début de ma vie maximum. Fait que tu peux imaginer que moi, j'étais déjà. J'ai même plus besoin de travailler pour l'année, là. Juste en termes de temps, tu sais. Mettons que tu laisses ça là, puis là, tu peux focus sur tes. Si tu le vois en termes de temps, t'as ça comme coussin, là, tu peux prendre tout le temps que tu veux pour construire ce que t'aimes. Exactement. Ça, cool je suis aussi, plus là. sous pression, je peux travailler dans ma créativité, je peux me prendre le temps de me faire des contacts, je peux inspirer d'autres personnes avec ce que je viens de faire, parce que veux pas, ben, c'est un fait accompli maintenant dans ma vie. Fait que je l'ai dans mon petit baluchon d'expérience. Fait que c'est des gens qui me disent, ben, comment t'as fait, mon Dieu, pour lancer un programme, puis que tout le monde l'achète, puis nanana, parce qu'il y a plein de web marketeurs à l'époque là, qui faisaient pas ces chiffres-là nécessairement. Fait que tout le monde est venu me demander, mais comment t'as fait pour faire 75 000 de ventes en une semaine? C'est quoi ta stratégie? Parce que j'avais même pas de site web, j'avais même pas de campagne, j'avais même pas de pub. Moi, c'est un lien Square. C'est un lien de paiement direct. C'est pas beau, là. C'était pas propre. C'est un petit formulaire, mettre une carte de crédit, c'était ça, ma page de paiement. Fait que, tu sais, personne comprenant en quelque sorte, mais j'ai commencé à expliquer aux gens les principes derrière. Ben, OK, mais d'abord, faut que tu donnes sans compter. Parce que l'affaire, c'est que il y a beaucoup de monde qui pense que c'est si compliqué que ça, la business, puis mon Dieu, ça prend des stratégies, mais quand tu vends quelque chose à des gens qui en ont vraiment besoin, puis qu'une fois qu'ils l'achètent, ils sont extrêmement heureux, ils disent merci parce que c'est ça qu'ils avaient besoin, à un prix qui fait du sens, c'est pas si difficile d'avoir une business. Fait que moi, à partir de ça, ben, j'ai bâti le reste de ma carrière, en quelque sorte, sur écouter réellement les gens qui ont des besoins. Fait que si j'entendais dans mes milliers de personnes sur ma communauté, du monde dire « Ah, on aimerait ça avoir une retraite de ressourcement dans un chalet, connecté, ce serait le fun, travailler avec confiance en soi », ben je sortais une retraite de confiance en soi dans un chalet puis elle était sold out en 2 secondes parce que c'est tout le monde qui l'avait demandé. Fait que c'est juste d'être à l'écoute. Puis souvent, tu sais, tu parlais d'innovation tantôt, le monde, il se casse la tête puis il se demande comment je peux faire pour être différent, innover, alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de vérifier auprès de leur clientèle, hey, qu'est-ce qu'ils veulent eux, dans le fond. Parce que ta meilleure idée au monde, là, peut-être que tout le monde s'en fout. Fait qu'imagine si tu travailles dessus pendant des mois, t'as sors, silence radio, il n'y a rien qui se passe. Tandis que quand tu te dis, OK, phase 1, tu sondes de l'intérêt. Bon, il y a 800 personnes qui te disent c'est une super bonne idée. Wow, c'est un bel intérêt, parfait. Intérêt, est-ce que ça veut dire de l'engagement? Pas nécessairement. Donc, phase 2, liste de préinscription. Si les gens ont vraiment de l'intérêt, là, ils vont laisser leurs coordonnées, nom, courriel, numéro de téléphone, parce qu'ils vont vouloir être contactés quand ça va sortir. Fait que là, si tu vois que ton 800 initial d'intérêt de commentaires Facebook devient 40 personnes quand c'est le temps de faire un engagement, encore une fois, gratuit ou à faible coût, mettons 5$ pour réserver votre place en pré-vente ou quelque chose comme ça, ben là, tu vois que peut-être il disait que c'était une bonne idée, mais il pensait pas nécessairement que c'est une bonne idée pour vrai. Fait qu'il y a des étapes pour aller valider si un projet ou une théorie va vraiment être un succès. Puis, tu sais, de ne pas faire ces étapes-là, finalement, c'est d'être voué à l'échec en quelque sorte. Parce que, tu sais, faut pas se fier à nos feelings en affaires. Tu sais, oui, initialement, peut-être pour la créativité puis les idées, mais ensuite, c'est une question de maths beaucoup, là. Mais oui, mais tu as comme une façon naturelle, on dirait, de faire un funnel de vente dans ton contenu organique. Tu sais, tu mets des stories, tu poses la question des questions à ton audience. T'es tout le temps, tu réponds à tout le monde presque encore. Tu as plein de monde qui te suivent, plein de commentaires. Tu réponds presque tout le temps à tout le monde. Puis on dirait que c'est naturel. Comme tu vas aller sonder l'intérêt, mais tu comprends tout de suite tes leads qui sont chauds. Tu réagis vite. Puis c'est comme ça. On dirait que c'est vraiment c'est naturel. Puis je me dis, avec le reach que tu as aujourd'hui, ton efficacité en ligne est encore ça coche. Tu sais, fait que t'as vraiment, tu dois avoir une sale éthique de travail, genre irréprochable ou presque, là, parce que je te vois, puis crème, tu dois être occupé là, tout le temps. Tu es quand même tout le temps là à répondre rapidement. Là. J'essaie le plus possible d'avoir le moins de choses à faire possible pour que ce que j'ai à faire, je le fasse bien. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que le monde doit comprendre. Là. Si tu as 4 choses à faire dans ta journée, c'est sûr que tu vas les faire de manière irréprochable et extraordinaire. Si tu en as 42, ça se peut que tu échappes des balles, ça se peut que tu répondes bête à quelqu'un. Fait que c'est de simplifier sa vie au maximum pour être capable de trouver. Puis là, je sais que c'est pas juste des entrepreneurs qui vont être à l'écoute, mais cette portion-là est peut-être plus entrepreneuriale. Trouve ton canal de visibilité. Où est-ce que les gens vont te voir?
trouve ton canal d'acquisition. Comment tu fais pour transformer la visibilité en lead, en gens qui sont prêts à te montrer qu'ils ont de l'intérêt envers ce que tu fais, puis tu peux les contacter ensuite. Trouve une offre pour convertir. Juste une au début. C'est une chose que tu vends puis que tu es fier de vendre, puis tout le monde est heureux d'acheter. Puis tant que tu n'as pas ça, là, quelque chose que tu es fier de vendre puis que le monde sont heureux d'acheter, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Là. Puis après ça, une fois que tu as ces 3 étapes-là, tu optimises. Puis, tu sais, c'est optimiser, non pas encore une fois en inventant les stratégies, optimiser en demandant à tes clients, formulaire de feedback, qu'est-ce que j'aurais pu faire, quoi que ce soit, pour rendre votre expérience meilleure. Fait que ça, tu le demandes encore à tout le monde en date d'aujourd'hui? C'est systématique. Puis on s'améliore constamment en business, pas pour rien. Tu sais, quand on fait des cohortes de bootcamp puis qu'on est rendu à plus de 25 cohortes aujourd'hui, puis on continue de demander le feedback, bien, ceux qui ont vécu, disons, la cohorte 2 puis ceux qui vivent la cohorte 26, ils ont une expérience qui n'a rien à voir parce que ça a tellement évolué d'une personne à l'autre. C'est le même principe qu'après une conférence, c'est le même principe qu'après n'importe quoi. Mon livre, j'ai reçu des milliers de témoignages par rapport au livre. Bien, c'est sûr et certain que je vais m'en servir pour voir, OK, qu'est-ce qui a accroché, qu'est-ce qui a résonné, quelle histoire on peut se puncher, puis créer quelque chose de meilleur pour la suite. Tu as combien de personnes dans ton équipe? Ben actuellement, encore une fois, avec les airs, au moment où on se parle. Tu es en train de travailler chez vous? Non, c'est ça. Je suis même pas ici. Mais j'ai une dizaine de personnes, 12 personnes actuellement. Y a-tu, mettons, comment tu crées un bon système pour ton équipe, toi, pour... mettons, pendant que tu fais des trucs, c'est quoi que tu as délégué à d'autres gens qui fait en sorte que pendant que tu es ici, il y a peut-être du monde en train de closer des deals pour ton programme? Mettons? Ben, j'ai 99% de ma business qui est délégué. En fait, techniquement, j'ai 100% de ma business qui est délégué dans le sens où est-ce que je pourrais tomber malade pendant le prochain mois ou partir en vacances, puis la business va grandir quand même. Okay. Pas juste exister ou pas juste ralentir, tu sais, puis s'éteindre progressivement. Puis ça, c'est parce qu'une business, c'est une machine, puis techniquement, la machine ne devrait pas dépendre de toi pour exister. Tu sais, que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que souvent, on confond l'entrepreneuriat avec le fait d'être travailleur autonome. Mais travailleur autonome, c'est une compétence dans un domaine X, ça ne te tente pas de le faire pour quelqu'un d'autre, fait que tu le fais pour toi-même. Mais c'est pas ça être entrepreneur. Entrepreneur, c'est de créer une machine qui est en fait un système qui permet de servir une clientèle avec un produit ou un service de qualité. Puis chacune des étapes, je te parlais tantôt là, de trafic, acquisition, conversion, optimisation, puis tout ça. Si ces étapes-là, ils ont des personnes clés qui sont responsables de ça, au moment où on se parle, il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut gérer mes publicités, qui peut faire en sorte qu'on a des gens qui nous découvrent constamment. Il y a des gens qui sont aux ventes, donc qui accueillent ces personnes dans notre univers, qui prennent le temps d'évaluer leurs besoins, diagnostiquer. Ensuite de ça, on leur propose le produit ou service qui fit le mieux avec ce qu'ils ont besoin. Puis ensuite de ça, on a des gens à l'expérience client qui s'occupent aussi de prendre soin de ces gens-là. Mais ça s'est fait très progressivement. Là. J'ai pas, à 24 ans, regardé ça. Je dis, ah ouais, mon système, ça va être une personne là, une personne là, une personne là, puis let's go. Fait que je pense qu'il y a quand même des étapes pour se rendre là. Puis surtout, quand tu pars avec pas de background entrepreneurial, j'imagine, mettons que mon fils va partir avec une longueur d'avance dans la vie parce que ben il va avoir eu un père comme moi, entrepreneur, plutôt que le père que j'ai eu. Fait que lui, ça m'étonnerait pas que... Je sais pas encore, mais il tente de bonne main. Hein? Je pense que, mais qui part son stand de kiosque à limonade à 6 ans, ben ça m'étonnerait pas qu'il y ait des employés à 7. Parce qu'il va avoir compris le principe. Ben, là, pourquoi c'est moi qui presse les citrons? J'ai juste à dire à Jérémy que nanana, puis on vend. ça va aller vite. Là. Non, mais est-ce que tu as trouvé un nom? Oui, il va s'appeler Tom. Tom? OK, je pensais que c'était le week-end. Oui. Ah, ça, là, c'est mon meilleur nom. Si vous voulez appeler votre enfant, votre garçon, Louis, _ Ken, c'est le nom le plus malade au monde parce que tout le monde a hâte que le week-end arrive. C'est frais, là. Puis Tom, c'était quoi? T'avais fait un call avec Tom, me semble. Un grand homme. Ça va être un grand homme. Ou un petit homme, là, s'il se traîne les pieds un peu ou qu'il fait pas ses push-ups chaque matin. Si ta génétique va être un grand homme, là, Yes. Je voulais savoir... Comment. As-tu des amis de jeunesse qui ont traversé. Je pensais que c'était juste ça la question. As-tu des amis de jeunesse qui ont traversé le temps, qui sont encore dans ton entourage aujourd'hui, ou au fil du temps, tu as vraiment changé ton. Parce que tu sais, quand on fait du développement personnel, veut pas, l'entourage prend le bord. Oui. J'ai connu ça aussi, des amis que tu te rends compte, c'est juste tes chums quand c'est temps d'aller prendre une brosse, puis que, tu sais, quand tu es dans une période dark. Toi, y en a-tu du monde qui ont traversé le temps avec toi? Je vais te comparer ça aux vêtements quand tu t'entraînes. Tu sais, éventuellement, mettons, tu prends de la masse, puis il y a du linge qui te fait plus. Mais il y a encore du vieux linge dans le temps que tu vas mettre une fois de temps en temps tout seul chez vous. Puis j'adore ta ce chum-là. Ben, tu sais, c'est con, mais mettons, j'ai aucun ami d'enfance. J'ai 3 amis du secondaire qu'on se revoit peut-être une fois par année ou une fois aux 2 ans.
On va se voir pour un moment bref dans lequel c'est une franche camaraderie, on a du fun, puis c'est vraiment basé sur, OK, on joue au golf, on a du plaisir. On se joue une soirée board game, on a du plaisir. Fait que, tu sais, on joue ensemble, mais, tu sais, on va pas s'appeler pour se parler de nos vies, des choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment comme plus une réunion high school, si on peut dire. Mais sinon, tu sais, à travers les différentes étapes de ma croissance, ben, il y a des cercles dans lesquels je sentais que ça fitait plus. Ouais. Fait que j'ai pris des distances, puis, tu sais, c'est pas d'appeler des gens puis de dire ouais, désolé Mario, je peux plus être ton ami, je viens de lire un livre si je suis rendu ailleurs. Mais c'est de comprendre que quand tu dis oui, comme je disais au début, à ce que tu veux vraiment, t'es pas en train de sacrer dehors tout le reste, tu fais juste dire non. Fait que hey, ça t'entendrait-tu qu'on aille prendre un café? Ça fait longtemps. Ah ben je suis occupé ces temps-ci là, mais faut sure, on s'en reprend. Puis éventuellement, les invitations, ils viennent de moins en moins. Puis c'est comme ça que tu fais ta transition vers ton prochain cercle. Puis les gens, souvent, ils ont peur parce que la transition n'est pas smooth. Là. C'est pas genre, j'ai 2 amis qui fitent moins, j'ai rencontré 2 nouveaux amis qui fitent plus, c'est tellement le fun, je vais pouvoir commencer à aller voir ces amis-là à la place. Ben non, tu sais, c'est un saut dans le vide. Puis souvent, il y a une grosse période de solitude qui s'installe. Ouais. Puis là, tu dis, j'étais mieux avant parce qu'au moins, j'avais du monde autour de moi. Mais il faut que tu l'acceptes, ce risque-là. Là. C'est d'être confortable dans cette solitude-là, parce que j'imagine, tu sais, le plus gros de notre cheminement, il se fait seul. Tu sais, puis tu es la personne qui croit le plus en toi-même. Puis souvent, on a comme le réflexe d'attendre la validation des gens. Je faisais cette erreur-là avant de prendre les choses en main. Je partageais mes idées, mes projets à des gens qui n'avaient pas d'ambition ou pas de vision, qui se contentaient de moins. Puis là, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça parce que ça me démotive. Ils viennent comme me scier les jambes. Des fois, quand tu commences à être bien dans ta solitude, tu ne cherches plus à avoir plein d'amis en tant que tel. Mais ton entourage, ça a-tu juste changé ou tu es tout le temps en mode comme travail ou tu as un nouveau cercle pour passer du temps, des fois, décrocher ou c'est tout le temps dans le cadre business? Genre? Je te dirais, tu sais, aujourd'hui, la plupart de mes amis, je sais que ce soit des gens qui m'inspirent à tous les niveaux, c'est-à-dire des gens que je trouve qui sont inspirants physiquement, mentalement, financièrement, émotionnellement. Tu sais, c'est sûr que tu me verras jamais me tenir avec quelqu'un puis tu te dis, ben voyons donc, Manu se tient avec lui, si ce gars-là, c'est un épais ou il est irrespectueux ou c'est impossible. Puis quand, tu sais, une fois, je suis allé hiker avec une de mes amies, puis elle me colle encore là-dessus aujourd'hui. Ça faisait 5 minutes qu'on commençait notre marche en montagne. Puis je dis, hey, t'es donc bien négatif, qu'est-ce que tu calisses? Tu sais, parce qu'elle se plaignait, mettons, de sa semaine, nanana. Puis je suis comme, tu sais, est où la ligne de je t'écoute parce que je suis un bon ami versus je te call on your shit de, ben, il y a beaucoup de ce que tu me dis en ce moment qui est dit avec une attitude de comme la vie, c'est difficile, et blablabla, alors que c'est une question de perception, puis de choix, puis de reprendre ton pouvoir, fille, tu sais. Fait que, je vais caler du monde de même autour de moi parce que je m'attends à ce qu'ils me calent aussi en retour. Puis c'est de même qu'on est capable de croître en tant que groupe d'amis. Fait que c'est pour ça, justement, que je veux des gens autour de moi qui, le plus possible, ont atteint certaines choses ou certains états que je trouve qui sont inspirants parce que ben, ils vont être capables aussi. Si tu as des amis qui sont moins riches que toi, moins en shape que toi, qui ont moins fait de développement personnel que toi, peu importe ce que tu vas faire, ça va être genre « Ah, wow, bravo! Ah, wow, c'est inspirant! Ah, wow, c'est hot! » Puis ils vont te suivre partout, mais ils vont pas te challenger. Puis si t'es la personne la plus intelligente dans la pièce, change de pièce. Fait que, tu sais, puis même principe dans tout, là. Tu sais, si tu t'en vas au resto puis c'est juste des bodybuilders autour de toi, tu prendras pas une poutine. Peer pressure, c'est sûr. Tu vas bien manger, tu sais. Je comprends je comprends le scénario. C'est vrai, c'est carrément le même. Puis vu que tu étais dans le développement personnel depuis longtemps, tu t'es mis à appliquer ça rapidement parce que c'est sûr, quand on lit, on le voit, là, ça, l'environnement, ton entourage, tout ça, ça a un impact direct sur ton comportement et ton évolution. Fait que tu peux pas te tenir avec des gars qui se pognent le cul, qui ont aucun, tu sais, qui fument de la drogue à tous les jours, qui ont pas, ou du monde qui se plaigne dans ton cas, dans le développement personnel non-stop. C'est pas long que tu as dû la remettre à sa place, ta chum, si elle se plaint. Là, c'est une énergie que tu es habitué maintenant de ne plus côtoyer. Fait que si, mettons, tu côtoies quelqu'un, parce que tu vois, tu connais d'autres côtés d'elle, mais ça doit pas être long que tu les remets à leur place. Ben, c'est sûr et certain. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le voir grandir. Fait que je pense que c'est juste normal quand tu spots des trucs. Puis encore une fois, tu sais, des fois, on le disait avant de commencer à filmer tantôt avec l'équipe, ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire, dans le sens, si on te pose une question, dis toujours la vérité. Mais c'est pas parce que tu connais une vérité qu'il faut que tu ailles la dire. Parce qu'encore une fois, une vérité, souvent, c'est une vérité pour nous, donc une perception. Fait que ça veut pas dire que... C'est peut-être que la personne, là, elle le sait qu'elle est dans un moment où elle a juste besoin de chialer, et ça veut pas dire que le lendemain, elle va le voir encore de cette façon-là. Fait qu'elle a peut-être pas besoin d'un changement de perception. Elle a peut-être juste besoin d'évacuer. Si tu viens de te péter l'orteil sur le coin de la table, je vais pas te faire « de quelle façon aurais-tu pu l'exprimer différemment? » Non, c'est ton moment, c'est tout, c'est vécu, c'est passé. T'es pas en train de devenir quelqu'un de négatif pour autant. Fait qu'il faut quand même en prendre puis en laisser. Là.
de ton côté, toi, tu es la personne que tout le monde veut dans son entourage parce que tu aides les gens à s'élever. Toi, dans ton entourage, parce que de ce que je comprends de tout le monde, moi, je m'éduque en ce moment. Là. Même les mentors, ils ont des mentors. Mhm. Toi, t'en as-tu encore des mentors dans ton entourage proche que tu côtoies, qui te donnent des conseils régulièrement? Bon, challenge. Toute ma vie, j'ai eu des mentors non-stop dans tous les domaines. Mentors physiques, psychologiques, émotionnels. J'ai un gros break-up. Je ne veux pas juste m'en sortir tout seul. Je vais aller me chercher de l'aide pour processer l'information. Fait que j'ai toujours été en mode mentorat. Ceci dit, éventuellement, il y a une partie de la vie qui peut servir de mentorat quand tu te places dans une position d'élève. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont toujours avoir des mentors pour le simple principe d'avoir des mentors sans prendre le temps d'évaluer si cette personne-là peut vraiment m'aider à cheminer ou non. Fait qu'éventuellement, disons que je viens de faire un super parcours avec un mentor en développement personnel qui m'amène à des grosses prises de conscience, qui m'amène à travailler sur des blocages, des choses comme ça. Puis là, waouh, j'évolue. Mais là, je suis excité, je veux le prochain mentor. T'sais. Quand je sens que j'ai fait le bout de chemin que j'étais appelé à faire avec cette personne-là, là, le prochain mentor, mettons là, que ça ne fit pas. Il ne m'aide pas. C'est pas intéressant. Je sens pas que ça me challenge ou j'aime pas du tout l'approche. Ou ça dépend. Il y en a qui vont être ben trop confrontants, d'autres ben trop soft. Fait faut que tu trouves aussi la personne qui est faite pour toi parce que c'est très facile de tomber dans un piège de juste se prendre un mentor pour se prendre un mentor. Fait en ce moment, j'ai quelqu'un pour l'aspect corps. J'ai plus quelqu'un pour l'aspect mindset. J'ai plus quelqu'un pour l'aspect business. Et j'ai plus quelqu'un pour l'aspect émotionnel. Ceci dit, mon aspect émotionnel, mon aspect business et mon aspect mindset n'ont jamais été aussi bien. Okay. Fait qu'en ce moment, si, disons, j'observais une lacune quelconque dans ma vie, puis là, je touche du bois, là, j'adore ma vie en ce moment, mais si j'arrivais à un point où est-ce que je sens qu'il y a un obstacle que je n'arrive pas à résoudre par moi-même parce que je manque d'outils, de connaissances ou d'expérience, je vais aller trouver quelqu'un. Si éventuellement, on va avoir un bébé avec ma femme, pas si éventuellement on va avoir un bébé, mais on va avoir un bébé. Donc, si éventuellement, dans cette nouvelle réalité-là familiale, j'ai des défis auxquels j'ai jamais fait face, ben, je vais probablement aller chercher quelqu'un qui a l'expérience d'avoir eu des enfants, d'être entrepreneur, puis je vais apprendre de cette personne-là. Parce que, tu sais, pourquoi essayer par soi-même de faire des essais-erreurs quand il y a du monde qui l'ont marché le chemin? Là? Ben oui, puis c'est différent. C'est sûr que les enfants, c'est vraiment... On a tout le temps un genre de plan qu'on pense qu'on va respecter à la lettre, puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu t'adaptes à tous les jours, c'est tout le temps différent. De ton côté, toi, comment tu appréhendes ta future gestion de temps en tant que nouveau papa? Je pense que ce qui va beaucoup m'aider, c'est le fait qu'avant d'avoir un enfant, j'ai pris le temps de bâtir la business puis de build la liberté dont j'avais besoin pour avoir l'espace d'accueillir un enfant. Fait que, tu sais, je suis pas... Tu sais, là, j'ai super hâte qu'il arrive, mais je suis pas, oh my God, comment je vais faire, mais qu'il arrive, je suis tellement débordé. Je suis pas dans cette situation-là en ce moment. Parce que je gère pas ma vie en mode urgence. Tu sais, je travaille sur ce qui est important, je délègue bien. De prendre un pas de recul. Fait que, tu sais, j'ai du temps en ce moment. Là. Je m'entraîne à tous les jours, je joue au golf régulièrement. Fait que, tu sais, Puis je me mets pas non plus, puis ça, c'est quelque chose de super important. Là. Quand je prépare ma semaine, je me mets pas 40 heures de travail à l'horaire parce que je le sais qu'il y en a des imprévus. Fait que si je me mets 40 heures, puis qu'il arrive quoi que ce soit qui fait en sorte que je peux juste mettre 34 heures, qu'est-ce qui arrive? J'ai 6 heures de retard que j'accumule sur la semaine d'après, qui est un autre 40 heures. Fait que c'est une quête sans fin d'overwhelm par-dessus overwhelm, tandis que quand tu te places 20 heures de job dans ta semaine, puis là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Manu, j'ai besoin de travailler plus que 20 heures si je veux faire plus d'argent. » Peut-être que si tu as la mentalité de « J'ai besoin de 40 heures pour faire X montant », puis tu commences à te dire comment je peux faire le même montant ou plus en 20 heures, tu vas commencer à avoir un système opératoire complètement différent à l'intérieur de toi, puis tu vas commencer à te dire comment je peux faire pour valoriser mon temps encore plus. Tu sais, c'est un exemple, mais aujourd'hui, on est sur la Rive-Nord de Montréal. J'habite sur la Rive-Sud. Fait que c'était sûr que j'allais combiner le fait de venir sur la Rive-Nord avec d'autres rendez-vous, d'autres partenariats, d'autres événements, parce que comme ça, c'est une façon de compresser le temps puis de réussir à avoir un meilleur output à partir du input que j'ai mis de base. Mais tu sais, ça vient beaucoup d'être capable de se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut, mettre nos limites. Tu l'appliques dans la vie de tous les jours, tu l'appliques dans tous les aspects de ta vie. Fait que tu as appris à faire ça naturellement, puis tu vas tout le temps faire une pierre deux coups partout dans tout ce que tu fais. Puis c'est... Tout ce que je peux délayer, toute l'aide que je peux aller chercher. Tu sais, je me dis tout le temps, si tu es rendu à un point en affaires où est-ce que tu as assez d'expertise pour être capable d'être payé un bon prix quand tu fais ça dans quoi tu es le meilleur,
ben focus-toi là-dessus, là, parce que tout le reste se délègue techniquement. Là. Mais t'es mis les heures aussi avant de pouvoir prendre un pas de recul. T'en as mis sûrement plus que 40 des fois. Là, puis avant des 100 heures, des 110 heures par semaine. J'en ai fait des semaines hallucinantes. Tu le sais qu'au début, tu vas falloir que tu patines, que tu mettes les bouchées doubles, tout, puis pour éventuellement, c'était sûrement ça le plan. Si je te disais c'était quoi le plan dans le temps, c'est de pouvoir justement avoir une belle vie, mais pas être esclave, d'être paycheck to paycheck, puis ces affaires-là. Ben, ce que j'ai réalisé aujourd'hui qui fait en sorte que même quelqu'un qui part de zéro pourrait réussir beaucoup plus vite que moi, ce serait de comprendre justement la différence entre t'es pas obligé de devenir bon dans la chose qui va être à vendre. Fait que, tu sais, mettons, demain matin, là, je m'achète une compagnie de climatisation. Là. J'ai pas besoin de devenir bon en réparer un climatiseur ou quoi que ce soit. J'ai besoin d'être un bon entrepreneur. Ouais. Mais il y a des gens qui vont faire le travail technique, il y a des gens qui vont faire la vente, il y a des gens qui vont faire la comptabilité. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun d'être entrepreneur en série, c'est d'être capable de plus en plus d'appliquer les principes de succès entrepreneurial dans différentes industries parce que ça revient pas mal au même. Là. Tu n'es pas un expert, t'es pas un expert dans tous les domaines, tu es un expert dans l'entrepreneuriat et comment l'optimiser, peu importe c'est quoi ton domaine. Fait que ça, c'est hot parce que là, en ce moment, tu peux plugger tes services à tout le monde parce que ça s'applique à tout le monde. Il y a quelqu'un qui. Personne pourrait dire hey, pourquoi je l'ai engagé, il ne connaît rien, lui, de la maçonnerie. Mettons, je connais peut-être pas un maçon, mais je sais comment optimiser une business. Tout le monde a besoin d'un bon branding, tout le monde a besoin d'un bon marketing, tout le monde a besoin d'un département des ventes solide, tout le monde a besoin d'un site web ou de réseaux sociaux qui convertissent de manière efficace et prévisible. Tout le monde a besoin d'une stratégie de visibilité, de publicité efficace et impactante dans toutes les industries, là, que ce soit du B2B, que ce soit un produit, un service, des expériences, des événements, peu importe ce que tu vends. T'as tellement poussé ça que c'est maintenant... Juste avec ton contenu organique, des fois, on t'écoute parler dans une story, tu partages souvent des réflexions comme ça, juste sur le fly dans ton char, mettons. Puis ça fait tellement de sens que, tu sais, juste ça, des fois, ça doit aller te chercher quelqu'un, des clients potentiels. Je sais pas, j'aime comment tu parles, j'aime comment tu penses. Comment pourrais-tu m'aider avec mes affaires? Ça arrive-tu des fois, ça, tu postes une story, ça arrive à un chaque client semaine. sort de nulle part? Hein? Ça arrive à chaque semaine, justement, parce que quand tu gardes en tête que tout ce que tu dis doit s'adresser à quelqu'un. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'acheter quelque chose. Fait que quand tu parles, ben, tu t'assures que ce soit quelque chose qui a de la valeur. Puis si ça a de la valeur, puis quelqu'un se dit, waouh, cette personne-là, tu sais, mettons que tu es en train d'apprendre, là, je sais pas, tu es en train d'apprendre des conseils de styliste parce que tu veux changer ta garde-robe et tout ça, puis tu suis un styliste sur Instagram, disons, qui va chaque jour dire, ah, ben, quand tu as une ceinture brune, tu mets des souliers de telle couleur, puis tout ça. Ben, éventuellement, quand tu vas te dire, je me sens prêt à faire avec un styliste, c'est qui que tu vas aller voir? C'est la personne qui t'a donné de la valeur sans jamais rien te demander. Là. Fait que, tu sais, nous, c'est un peu ça le principe. Tu sais, ça fait, aujourd'hui, on est en 2025, fait que ça fait, j'ai parti ma page Facebook en 2009. 2009, hein, ça fait 16 ans. Fait que ça fait 16 ans que je crée du contenu gratuit sur le web. Des milliers de vidéos, des milliers d'articles, des podcasts, des conférences. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'en ai tellement distribué que la quantité de personnes en ce moment dans le monde, dans tous les pays francophones qui peuvent dire « j'ai déjà entendu de quoi de Manu qui m'a aidé », ça explique aussi le niveau que la business est rendue aujourd'hui. Là. Je me demandais, tu sais, moi, j'arrête pas de penser comme, tu sais, à un moment donné, j'ai déjà pris une consultation avec toi, tu sais, pendant 1 heure, je pense qu'on avait jasé. Tu sais, je sais que ton temps, il y a de la valeur. Tu vois ça comment, toi, les podcasts comme ça, faire des apparitions d'un podcast à l'autre, c'est quoi la valeur que toi tu vas chercher là-dedans? Parce que je me suis dit, tu sais, mettons, tu me dis oui, j'apprécie beaucoup. Mais tu sais, c'est quoi tu vois comme. Tu le vois de quelle façon, toi, dans ton mindset? Ben, c'est une super bonne question. Puis je vais te répondre en partageant un principe que je pense que tout le monde devrait intégrer pour réussir en affaires comme dans la vie. C'est l'importance du relationnel. Parce que si je te connaissais pas, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. On a eu une consultation ensemble. Je te vois graviter dans mon univers. On a déjà parlé par rapport à ta business aussi. Donc, je te connais. Et de par cette relation-là, bâtie au fil du temps, puis là, avec les réseaux sociaux, c'est le même qu'on bâtit des relations, des échanges de commentaires, des partages, des bons posts par-ci, par-là. Ben, de par le fait que je te connais, je n'ai pas évalué l'opportunité du podcast seulement d'un point de vue mathématique. Parce que pour moi, tu es plus que des vues, un reach puis du potentiel. Tu es un individu avec qui j'ai une relation. Fait que ça, le monde ne se concentre pas assez là-dessus. La quantité de monde qui viennent me voir et qui me demande quelque chose, la première chose, là, même pas de bonjour, là, c'est « Salut Manu, je suis un jeune entrepreneur, j'aimerais vraiment ça, si tu pouvais me faire ça, nanana » ou genre « Partage ma business dans ta story ».
what the fucking fuck, man? Sérieusement, là, genre, même quand du monde me paye des milliers de dollars, je partage pas quelque chose juste pour dire que je suis pas un panneau publicitaire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que la seule façon dont j'ai pu bâtir le réseau que j'ai bâti aujourd'hui, c'est que chaque personne qui a intégré mon réseau, que ce soit quand j'avais 24 ans, aucune crédibilité, pas de contact, rien, j'allais voir les gens, comment puis-je vous servir, comment puis-je vous apporter de la valeur. Des fois, ça a été d'aller dans les événements dans lesquels je vais rencontrer un mentor et de tout simplement arriver tellement tôt que j'aide à l'installation de la salle. Je deviens bénévole sans être bénévole. Et je pars à la fin complètement et j'aide au démontage. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je parle avec des personnes clés. Mais je suis en train de servir, je suis en train d'aider. Ça, là, je te jure, c'est une histoire vraie. Récemment, tu me parlais de l'événement Elevate. Là. Oui. La veille des 2 jours d'Elevate, il y avait une grosse soirée VIP, très, très jet set, avec toutes les personnes qui avaient payé pour les gros billets à genre 3 000 et plus. Puis eux autres, ils avaient l'opportunité de rencontrer les conférenciers. Okay. Moi, évidemment, c'était à Montréal, fait que j'avais optimisé ma présence sur l'île, fait que j'avais d'autres rendez-vous, puis tout ça. Ça avait fini plus tôt. Fait que là, je me ramasse que je suis 1 heure d'avance sur le temps que l'événement commence. Mais là, la seule affaire qui était demandée de nous autres, là, c'est on veut que les conférenciers soient là pour parler avec les VIP. Fait que c'est juste acte de présence. T'as juste à jaser, finalement. J'arrive d'avance, ils sont en train de préparer les bouchées, le service, le DJ, puis là, ses micros, c'est vraiment, tu sais, il n'y a personne d'arriver encore, là. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon veston, je l'accroche. Bon, comment je peux faire pour vous aider? c'est naturel. Que ce soit d'aller dans une cuisine, passer à mop, que ce soit d'aller aider l'autre avec son Bluetooth qui ne marche pas, que ce soit d'aider le barman à aller chercher de la glace. Pourquoi pas? Puis j'essaie toujours de me dire, ça, c'est une des plus belles choses que j'ai commencé à faire dans ma vie puis qui m'a aidé à avoir tellement plus, là. C'est que je m'imagine que je suis propriétaire de l'univers. Puis je vais t'expliquer ce que je veux dire par là parce que quand même, c'est un peu spécial. Quand tu es propriétaire de ta maison, les gens s'en viennent chez vous. Tu les accueilles d'une certaine manière. Tu prends soin d'eux. Hey, salut, je peux prendre votre manteau, parfait. Petite coupe de vin, blanc, rouge. Tu sais, il y a comme un côté host qui est chaleureux, qui est convivial, puis qui est au service d'eux, puis c'est le fun de recevoir. Quand tu es propriétaire de l'univers, là, c'est comme si tu reçois sur ta planète. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en tout temps et en tout lieu, tu as la même attitude que quelqu'un qui reçoit. Donc, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui s'assure que tout le monde est correct, que personne ne manque de rien, puis que tout le monde en reparte heureux. Mais si tu agis comme ça, là, c'est quoi les chances que le monde dise « Hey, quel connard » ou « Ah, ça n'a pas trop connecté avec ce gars-là ». C'est de là que ça vient, ton humilité. Je voulais savoir, parce que tu sais, tu as du succès, c'est grandissant, ça n'arrête jamais, puis tu restes quand même, tu sais, t'es terre à terre. T'es comme tu viens de l'expliquer. J'attendais depuis tantôt pour te poser la question sur l'humilité, puis c'est la façon, ça vient de l'expliquer, c'est sur ta façon de voir la vie, l'univers, comme ça. C'est juste, tu as intégré ça dans tes valeurs, dans ta façon d'accueillir les gens, peu importe le contexte, puis où ce que tu es. Puis ça fait en sorte que c'est agréable de jaser avec toi parce que on n'a pas l'impression que tu es quelqu'un qui se prend pour un autre parce que tu as travaillé pour ton succès, Crème. Même là, tu sais, travailler, pas travailler, je veux dire, on n'est pas. Il n'y a personne qui est supérieur à une autre personne sur la Terre. Moi, les choses les plus importantes chez les gens, c'est leur bienveillance, c'est leur générosité, c'est leur capacité à être au service d'eux. Puis, tu sais, si quelqu'un a tout réussi dans la vie, là, il a sa shape de rêve, il a sa vie de rêve, il a son couple de rêve, il y a des multimilliards, il y a une île dans le Pacifique, tout ce que tu peux imaginer. La seule chose que cette personne-là, il va y rester à faire de sa vie, c'est se promener puis demander aux gens, je peux-tu vous aider? Ouais. C'est vrai, pareil. C'est carrément ça, dans le fond. Fait que pourquoi pas déjà se promener puis dire aux gens, je peux-tu vous aider? Puis je vois pas comment tu pourrais ne pas réussir ta vie si c'est ton attitude, tu sais. Non, c'est juste, c'est quand tu es dans la bienveillance, dans le bonheur, tu es accompli, puis que tu contribues à mettre de la valeur partout autour de toi, c'est clair que tu ne peux qu'être bien. Puis pour toi, mettons, là, qui est déjà établi, c'est quoi ton what's next? C'est-tu juste de continuer, faire ce que tu fais de même, puis profiter avec ta famille qui s'en vient, ou tu as déjà comme d'autres projets que tu as en mire là, pour le futur proche? Hein? Je suis en train de, à part le projet familial qui est tout mon focus en ce moment. D'ailleurs, je me suis même pas pris de projet pour début 2026 parce que je vais être all-in dans mon rôle de père. C'est bien important pour moi. Fait que je refuse des belles opportunités, mais j'ai l'opportunité extraordinaire de devenir père, puis celle-là, je veux pas en manquer. Fait que, surtout avec mon background, tu sais, je veux prendre le temps d'évaluer si je suis bon, puis sinon, d'aller me chercher des ressources. Mais je suis pas inquiet. Puis, fait que oui, ça, c'est un énorme projet.
Sinon, je développe avec un partenaire le concept d'omnipreneur à travers une communauté d'entrepreneurs. Dans le fond, l'omnipreneur, c'est l'entrepreneur omni, tu sais, le tout. Ouais. C'est l'entrepreneur qui veut prendre soin de sa santé. C'est l'entrepreneur qui veut avoir une vie de famille et sociale qui est riche, qui est saine, avec des relations nourrissantes, un peu comme on parlait de l'environnement tantôt. L'omnipreneur, c'est quelqu'un qui va travailler sur soi comme personne, pas juste sur sa business. Puis évidemment, qui ne va pas se limiter au niveau de ses ambitions. Fait qu'il assume qu'il veut bâtir quelque chose de gros qui va avoir un impact. Fait que je suis en train de bâtir une communauté de gens qui ont ce mindset-là en commun. Fait que mon but, c'est d'amener la communauté des omnipreneurs justement à prendre de l'expansion. Parce que à travers ça, on organise des événements, on organise des retraites, puis moi, ça me permet de vivre des choses que je trouve extraordinaires et de faire vivre des choses que je trouve extraordinaires. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui me stimule beaucoup. Sinon, éventuellement, c'est sûr et certain que pour pouvoir continuer dans la lignée qu'on a en ce moment, pour faire grandir l'impact, probablement avec les outils d'AI en plus, il va y avoir de la traduction. Fait que attaquer le marché anglais, marché... Ça, c'est smart. Tu vas pouvoir juste traduire tout puis aller chercher d'autres marchés avec du contenu qui est déjà fait. Ça va être incroyable. As-tu des projets d'un autre livre? Oui, j'ai un projet d'un autre livre, c'est sûr. Mais encore une fois, je te dirais, ça fait des années, parce que j'ai sorti quand même ce livre-là en 2017, ça fait un bail. Ouais. Puis je caresse le rêve d'un autre livre, mais on dirait que avec l'intelligence artificielle qui prend de l'expansion, j'ai un peu moins le goût. Ouais, puis je t'explique pourquoi. Le monde lise de moins en moins, sont de moins en moins patients, sont de moins en moins concentrés. Puis il y a aussi le fait que tout le monde peut dire « Ouais, mais c'est écrit avec les AI. » Ou, tu sais, puis je trouve que ça enlève un peu... C'est comme si, mettons, la sculpture sur marbre, là, que tout le monde voit une sculpture, puis on est tous capables de faire « Hey, c'est sûr que ça a pris 5 ans de sculpter ça, c'est un chef-d'œuvre. » Mais si on savait qu'il y a une machine, que tu ouvres la porte, fermes la porte, il y a une sculpture qui apparaît, les sculptures sont soudainement moins impactantes. Puis un livre, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources. Donc, ça veut dire que pendant que j'écris, il y a bien des choses que je ne fais pas. Tu sais, je suis pas en famille, je suis pas au gym, je suis pas en train de gérer la business, rien. Fait que est-ce que l'impact d'un deuxième livre va être suffisant pour contrecarrer les ressources requises à son écriture? Je suis pas 100% certain. Mais je sais qu'il y a une partie de moi que j'ai un message pour un deuxième livre. Mais ça va-tu être vis-à-vis un livre? Ça va-tu être à travers le média qui est un podcast? Ça va-tu être à travers une nouvelle tournée de conférences? Ça va-tu être à travers une nouvelle série vidéo sur YouTube juste pour dire qu'au moins je l'ai partagé puis là ensuite ça peut se dupliquer comme ça? Je sais pas. J'ai 2 questions avec ce qu'on vient de parler que je ne veux pas oublier. La première, c'est justement, tu parles de conférences. C'est comment ça arrive ta première conférence? C'est-tu toi? C'est-tu quelqu'un qui t'approche pour aller faire une conférence ou c'est toi qui décides, moi, j'ai envie de parler devant les gens? Ça? Initialement, moi, j'ai décidé que j'allais faire des conférences parce que c'était ma façon d'éviter d'être obligé de répéter la même affaire encore et encore et encore à une personne puis une autre personne. Parce que je me disais, s'il y a 150 personnes qui l'entendent one shot, je perds pas de temps. Puis j'aide plus de monde. Mais là, après ça, je veux aider les gens, je veux faire des conférences, puis je remplis des salles, c'est autre chose. Fait évidemment, la première étape, ça a été de contacter des conférenciers pour voir, eux, comment ils ont fait pour remplir leur salle. Puis, évidemment, tu sais, c'est pas tous les conférenciers qui ont juste du temps pour aider un jeune ou répondre à des questions, puis tout ça. Mais comment j'ai fait pour avoir ma première opportunité, c'est que j'étais toujours en mode ouverture, puis en mode, j'aimerais ça faire des conférences. Tu sais, d'en parler, déjà, c'est une bonne première étape. Puis éventuellement, j'ai fait un atelier d'écriture à Laval et l'auteur Mark Fisher donnait l'atelier. C'est un auteur super prolifique, belle carrière internationale, traduit 70 best-sellers en 30 langues. Fait que c'est quand même pas... c'est un auteur. C'est un bon petit flex. Hein, Avant les AI. Avant les AI. Donc là, j'assiste à son atelier et je parle pendant la journée avec une fille qui était assise à côté de moi qui, ça donne, est la personne qui organise ses tournées de conférences puis d'événements à travers le Québec. Donc là, j'ose avec elle, partage mon histoire, on parle des livres qui ont changé notre vie, dont Le Guerrier Pacifique, des choses comme ça. Et là, elle me dit, hey, moi aussi, c'est Le Guerrier Pacifique qui a changé ma vie. Tu réponds à l'autre question que je voulais te poser. Fait que tu vois, fait que là, on commence à bander sur ce sujet-là, puis là, ça clique vraiment, puis là, elle me dit une phrase, OK, as-tu déjà pensé à être conférencier? Ton histoire est vraiment inspirante. Et là, moi, je me dis, tabarouette, si j'ai déjà pensé être conférencier, je ne pense qu'à ça, c'est ma prochaine étape. Fait que là, je dis oui, tu sais, je suis juste en recherche d'opportunités parce que, tu sais, je sais pas par où commencer. Je suis tout jeune à l'époque, là, j'ai comme 23 ans. Ouais. Puis là, elle me dit, regarde, je vais aller voir Marc, puis je vais lui proposer, voir s'il pourrait pas faire une première partie.
Mais tu sais, on parle d'un top, là. Fait que moi, mon Dieu, je serais aux anges. Ça part fort, là. Fait que là, elle s'en va voir Marc, elle jase un peu avec, elle revient me voir, puis elle me dit, il a dit non. Fait que là, moi, écoute, j'avais pas nécessairement d'attente, tu sais, je sais que je commence, puis j'ai pas de crédibilité. À ce moment-là, j'ai rien encore, là, tu sais, qui prouve que j'ai de la valeur à apporter aux gens. Mais là, justement, c'est ce que j'y réponds. Puis tu sais, je fais preuve de résilience, puis je dis, si c'est pas maintenant, ça va être plus tard, il y a pas de problème. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, ah non, toi, là, non, ça se passera pas de même. Elle dit, t'es trop inspirant, faut que t'aies ta chance. Elle retourne voir Marc. Là, je la vois, elle est plus choquée. Puis là, elle parle avec, puis tout ça. Elle revient me voir. Il a dit oui. Puis là, je suis comme, mais tu sais, comment t'as fait? Puis elle me dit, j'ai mis ma job on the line. Hein. J'ai dit, si tu donnes pas sa chance à ce jeune-là, je n'organise plus tes événements. À ce point-là, elle croyait en toi. À ce point-là. Cette personne-là, as-tu encore contact avec? Non, mais tu sais, c'est une personne, c'est sûr, si je la revois, je vais être super heureux. Là. Puis, mais tu sais, de penser que grâce à cette opportunité-là, j'ai eu 5 minutes en première partie de Mark Fisher, 1 an plus tard dans un hôtel à Québec, dans un événement devant 350 personnes, sold out. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Juste, j'ai eu 1 an pour pratiquer un 5 minutes. Puis qu'est-ce qui est bold, par exemple, c'est que je me suis dit 5 minutes, c'est pas assez. On s'entend, 5 minutes pour une conférence. Une première partie, ne serait-ce, c'est vraiment très peu. Fait que je me suis dit, je vais faire 20 minutes. Ils t'ont alloué 5, tu as dit je vais faire 20? Ouais, ils m'ont alloué 5, j'ai dit je vais faire 20, mais je me suis dit je vais tellement pratiquer mon 20, il va tellement être bon ce 20 minutes-là qu'il n'y a jamais personne dans la salle, dont eux, qui vont oser me faire signe de « Hey, ton temps est fini », tu sais. Fait que comme de fait, j'arrive à Québec, je fais mon 20 minutes, je rentre comme une tonne de briques, tout le monde se lève, les yeux pleins d'eau, standing ovation, puis il y a Marc en arrière de la salle qui me fait signe « Good job », tu sais. Sérieux, c'est ça, je connaissais pas, t'en parles pas de ça dans le livre. Puis à partir de ce moment-là, il me dit, je veux que tu fasses mes autres premières parties. Genre, tu t'en viens avec moi. Fait qu'on a fait Montréal le mois suivant, puis une autre date. Puis à partir de là, ça a fait boule de neige parce que tout le monde dans la salle me disait, penses-tu que tu pourrais venir parler à ma gang? Viens parler à mes courtiers, viens parler à mes dentistes, puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des conférences à partir de ce moment-là. Ça, c'est pour ça que j'ai parti le brand que j'ai sur la tête, t'as osé prendre plus que qu'est-ce qu'on t'a offert. Tu te donnes la chance, puis tu oses en prendre plus. Tu es tellement confiant de la qualité que tu vas livrer que regarde comment tu as été récompensé pour ces efforts-là. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui est en plein dans un processus justement de faire des sacrifices, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Miracle happens when preparation meets opportunity. Puis si tu parles à quelqu'un qui est zéro bilingue. Quelqu'un qui est zéro bilingue, je dirais. Je comprends. En espagnol, c'est les miracles arrivent quand la préparation rencontre l'opportunité. Quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai décidé de la saisir, j'ai décidé de faire 20 minutes. Mais si je ne m'étais pas préparé, 20 minutes de marde, ça peut être la fin de ma carrière. Ah oui, ben oui. Fait que ça, c'est super important de le réaliser, c'est que il y a des opportunités qui vont passer toute notre vie. Que tu en rates une, que tu en saisisses une ou pas, il y a toujours des opportunités qui vont passer, mais la différence, c'est es-tu prêt au moment où ils passent? Donc, le travail sur soi, sur ses skills, sur ses compétences, sur notre savoir-être, sur qui on est en tant que personne, c'est ça qui va définir à un certain moment quel genre d'opportunités vont être présentées à nous, puis va-t-on pouvoir les saisir ou non? Tu sais, aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, j'ai certains de mes clients qui sont des vedettes du milieu québécois, par exemple, qui font affaire avec moi pour que ce soit de la clarté par rapport à leur plan de match, sensation d'être overwhelmed, des choses comme ça, bien, c'est sûr que ces personnes-là, quand ils m'ont rencontré, puis là, c'était le temps d'évaluer est-ce que je vais devenir votre coach ou non, bien, la préparation a fait que l'opportunité a pu être saisie. Mais s'ils m'avaient rencontré, tu sais, demain matin, disons, Guy Laliberté, il passe, puis il dit « Hey, j'aimerais ça peut-être que vous fassiez mon entrée de cours. » Tabarouette, quelle belle opportunité pour une compagnie de paysagement. Mais là, après ça, si la compagnie est broche à foin, puis ils viennent de rater l'opportunité. Ouais. Fait que je pense qu'on a tous la responsabilité individuelle de devenir le meilleur possible dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, pour que, ensuite de ça, grâce au fait qu'on est devenu plus, on est capable d'avoir accès à plus et donc de redonner plus. Oui, c'est ça. C'est ça que des fois, ce que tu viens de dire, c'est carrément ça. Des fois, il faut se priver pendant plus longtemps, mais avec l'objectif de pouvoir redonner plus, autant en valeur que monétairement et tout. C'est quand tes intentions sont pures, il y en a qui vont ça en égoïste. C'est vraiment, je veux de l'argent, je veux ça. Mais quand tu as des bonnes intentions, ton succès, c'est pour mieux redonner du temps de qualité, pour donner plus de valeur dans ton entourage. Tu peux pas échouer quand tu as des intentions à la bonne place. Puis Ben,
À partir du moment où j'avais mon rêve de 52 000 par année, là, j'ai jamais eu d'autres objectifs financiers que ça. Okay. J'ai jamais eu de comment je vais être multimillionnaire. J'ai jamais eu ça. Parce que pour moi, l'argent est une conséquence de ton impact. Fait à partir du moment où tu es impact-driven et non pas money-driven, ben, tu te concentres beaucoup plus sur les gens et non pas sur les résultats. Puis c'est en te concentrant sur les gens que tu crées des résultats. Puis ça vient avec. C'est pas... Quand tu as un impact, toi, tu as compris ça fait longtemps. Fait quand tu fais un impact positif, tu as un retour sur investissement. Ouais, c'est ça, un peu. Et... Tu regardes les compagnies qui réussissent super bien. Là. Puis c'est pas un exemple qui est universel, là, mais tu regardes une compagnie que les reviews, c'est wow, merci tellement, ou je les adore, ou je les recommande, ou une compagnie que tout le monde en parle naturellement parce qu'ils ont tellement aimé faire affaire avec vous autres. Vous allez avoir beaucoup moins d'efforts à faire au niveau vente, marketing, branding. Parce que juste ce que vous le faites tellement bien, les gens sont tellement satisfaits. Tu attires. Combien de fois tu as invité quelqu'un ou tu as parlé à quelqu'un d'un nouveau resto que tu as essayé parce que tu l'as adoré? C'est ça, puis après ça les... Puis, c'est ça, exact. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... Eux autres t'ont pas payé pour ça. Là. Non. C'est juste que tu as genuinely vraiment aimé la bouffe. Fait que ou le service, ou l'expérience globale. Fait que t'en parles partout autour de toi. Puis c'est le bouche à oreille, c'est encore à ce jour la meilleure méthode du monde. Là. Je suis le parfait exemple parce que moi, je transfère, mettons, je vais voir une vidéo de toi que je trouve que ça peut parler à ma soeur qui est dans une situation X, puis je trouve que tu l'adresses bien, je partage. Des fois, je dis même, allez consommer du Manu, ça fait du bien. C'est positif, c'est inspirant. Allez consommer son contenu, puis peu importe la raison. Quand je parlais de toi, que je disais, mettons, moi, je reçois, mettons, Manu le 7 octobre, je disais, t'es pertinent. Ce que tu fais, tout ce que tu dis, que ce soit développement personnel, entrepreneurial, moi, je trouve ça pertinent. Fait que je suis une bonne bébite de bouche à oreille pour toi parce que j'ai apprécié le contenu puis je trouve que ça m'a donné de la valeur. Tu sais, j'ai pas été lire le livre pour t'impressionner, j'ai été lire le livre parce que, crème, ce que tu disais sur Internet, puis ce que je croise comme contenu, ça m'interpelle. Fait que je me suis dit, il n'y a pas de chance que je lis ce livre-là, que je sois déçu. C'est une suite logique. Puis même pire que ça, je suis tellement attentif à ce que tu dis que dès que je t'ai entendu parler du guerrier pacifique, je me dis, si ça y a apporté de la valeur, ça peut m'en apporter aussi. Je l'ai acheté direct. Je suis tombé là-dessus, c'était comme boum, boum, tching, je faisais tout ce que j'avais à faire. J'étais comme s'il est passé par là, c'est parce que ça doit avoir quelque chose de positif. Fait que je te remercie pour ça parce que ça m'a apporté du positif dans ma vie. Garde aujourd'hui. Je pense qu'on avait fait notre consultation, là. On parlait d'un petit peu ma business, mais au final, j'avais envie de te parler de ce qu'on est en train de faire live. C'est ça qui est fou, là, parce que moi, j'essayais de comme voir qu'est-ce que tu penses d'un projet, mettons, de podcast. Personne, je voulais prendre de l'expansion sur les réseaux. J'avais pas commencé de nulle part encore. Là. Puis aujourd'hui, on est assis, là, j'en jase avec toi. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ton passage aujourd'hui. Ce qu'il faut pas oublier, je suis reconnaissant de l'invitation aussi. Je suis heureux d'être ici pour pouvoir en partager. Ce qu'il faut pas oublier avec les réseaux, c'est que des fois, on est déçu parce qu'on a l'impression que, voyons donc, il y a juste 40 vues ou il y a juste 100 vues. Mais tu sais, 100 personnes dans une salle de conférence, c'est du monde dans ta barouette. Là. Puis si tu prends le temps de connecter, tu sais, il y a combien de personnes, mettons, ils trouvent qu'ils ont de la misère à avoir des leads, des clients, puis tout ça, mais qu'ils ont, par exemple, 600 abonnés sur Instagram. Ouais. Je leur dis, as-tu écrit, un par un, aux 600 pour voir qui ils sont et ce dont ils ont besoin et ce que tu peux faire pour les aider? Tout le monde me dit non. Puis je suis sûr que, tu sais, le premier, t'es comme, pourquoi le monde ferait... Aider quelqu'un qui est là. Tous les contacts que vous avez dans votre liste email, tous les contacts que vous avez dans votre téléphone, tous vos amis Facebook, toutes vos connexions LinkedIn, tous vos abonnés Instagram, je suis sûr que si vous totalisez ça, là, c'est au moins 1000 personnes. Demandez à 1000 personnes comment tu vas, comment je peux faire pour t'aider, et je suis sûr que vous allez débloquer un autre niveau pour votre vie. Fait que c'est des leads déjà qu'on a accès, qu'on ferme les yeux quasiment volontairement. Puis c'est pas juste des leads, c'est pas juste une question de transaction. Tu sais, il y a une personne que crème Manu, je te suis, mais tu sais, je suis même pas entrepreneur. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta réalité? Puis tout ça. Blablabla. Fait que, cool. Tu connais-tu tel entraîneur? Puis là, tu présentes. Tu sais, tu peux aider sans être la personne qui aide parce que tu présentes ce qui va aider. Puis ça, souvent, c'est négligé. Tu sais, ne laisse jamais personne venir à toi et repartir les mains vides. Ça, c'est game changer aussi, là. Oui, puis c'est comme, tu viens de dire quelque chose qu'ici, il applique au studio M4771. Là. Quand tu pars, ils te donnent tout le temps un petit porte-clés avec un micro. Genre. C'est leur marque pour remercier les invités d'être passés. Fait que tu viens de le résumer. C'est un tracking device. Pour faire Manu, un petit mot de la fin de ton côté? Petit mot de la fin.
Ta vie de papa Est-ce qui que je t'attend. vous dis pour qui voter aux prochaines élections? Est-ce que... Pas parler de politique tout le long, bang, à la fin. Non, c'est ça. Je pense que mon mot de la fin, c'est parce que si quelqu'un s'est rendu jusqu'à la fin de cet épisode-là, c'est parce que visiblement, ça y a parlé comme contenu. La plus belle chose que vous pourriez faire maintenant, c'est de prendre l'épisode et de le partager à quelqu'un d'autre à qui vous pensez que ça va faire du bien de l'entendre. Et je vous recommande d'avoir une discussion. Tu sais, de dire « Hey, salut Patrick, je pensais à toi, j'ai écouté cet épisode-là, puis je pense que ça pourrait valoir la peine qu'on ait une discussion là-dessus. » Parce que c'est comme ça qu'on s'élève en tant que société, c'est en partageant entre amis des discussions intelligentes qui nous font grandir de part et d'autre. Fait que si on peut avoir, grâce à ce podcast-là, des belles discussions, dis-je, qui vont être créées partout à travers le Québec, ça serait vraiment merveilleux. Puis qui sait l'impact que ça peut avoir si jamais ça se duplique comme ça. Fait que je pense que ce serait une des plus belles choses à faire. Et si jamais vous pensez que je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, écrivez-moi. Mon équipe va évaluer votre situation, va évaluer vos besoins. Et ensuite de ça, si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, ça va nous faire plaisir de vous fournir des ressources, des services, des expériences adaptées exactement à ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Manu, d'avoir mis le cœur au mic aujourd'hui. Yes, sir. Je vais mettre tes informations dans la description du vidéo, puis on va partager ça en grand nombre. Puis, encore une fois, je suis vraiment reconnaissant que tu sois passé. Puis j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont écouté ça jusqu'à maintenant et qui me cherchent peut-être sur Internet, même si mon nom, c'est Manu Lemire, sur les réseaux sociaux, c'est Man Lemire. C'est là principalement que vous allez réussir à me trouver. Donc, j'ai follow ton compte Man Lemire la semaine passée ou l'autre d'avant. J'étais comme, comment ça, j'ai pas vu ça? Moi, j'étais avec Manu tout le long, puis j'ai vu, puis c'est ta page avec le plus de followers, Man Lemire. Oui, je me sers, en tout cas, c'est un peu complexe, là, mais je me sers surtout de mon profil sur Facebook là, qui est Manu. Ouais. Mais tout ce qui est LinkedIn, Instagram, sur le web, même manlemire.com. C'est ça qu'on va mettre dans la description. Je te remercie encore une fois. Merci à toi. Merci beaucoup. On sort des news pour nos extraits du meilleur épisode de mon podcast, Le Cœur au Mic.